La vidéo que vous allez voir est un entretien avec Jean-Marc Jancovici, qui est un ingénieur qui, comme beaucoup d'ingénieurs, a travaillé sur pas mal de sujets, mais qui, lui, a plus particulièrement travaillé sur tout ce qui va tourner autour des questions climatiques et de l'énergie. Et je fais ce petit préambule avant la vidéo pour vous donner quelques informations formelles sur la vidéo que je me sens obligé de faire pour des raisons éthiques. L'entretien était prévu pour durer initialement 1 heure et il a duré 1h46 voire 1h47. Or, vous n'allez en voir qu'1h41, 1h42, quelque chose comme ça, parce que j'ai coupé au montage environ 6 minutes de cet entretien. Et si je vous informe de cela, c'est que parmi ces 6 minutes, il y avait 3 minutes que Jean-Marc Jancovici ne voulait pas que je coupe en fait. C'est une séquence au cours de laquelle on a abordé la question de l'autonomie avec Jean-Marc Jancovici, et où en un temps extrêmement condensé, il a ouvert au moins 7 ou 8 sujets, dont le traitement à eux seuls méritait une vidéo d'1 heure, 1 heure et demie. Il aurait fallu définir un peu plus précisément et sérieusement ce que c'est que l'autonomie, et sur cette base, on avait une discussion intéressante à mener sur les niveaux technologiques maximum qu'il est possible d'atteindre en autonomie complète, et sur ce que ça implique au niveau des relations d'interdépendance entre les gens qui vivent de manière autosuffisante et le reste de la société. Alors j'ai bien compris que c'est un point que Jean-Marc Jancovici avait envie d'aborder, et je serais ravi de le faire à l'occasion dans une vraie vidéo consacrée à ce sujet, mais une vraie vidéo d'1 heure quoi. Par contre, au niveau formel, il a vraiment ouvert trop de dossiers en un temps trop court, et donc j'ai choisi de retirer le début de cette séquence pour rester concentré sur le sujet. Par contre, j'ai gardé toute la suite, c'est-à-dire les conclusions qu'il en tirait, et notamment le fait qu'il y a une interdépendance, et que cette interdépendance, on ne peut pas s'en affranchir sans renoncer à absolument tout ce qui relève du confort moderne. Autre remarque formelle importante, lorsque j'ai installé la caméra, j'ai fait mon cadrage de manière à laisser apparaître à l'image le livre qui a servi un petit peu de fil conducteur au travail préparatoire qu'on a fait avant cet entretien. Ce livre, c'est la BD dont vous voyez l'image affichée à l'écran, et qui normalement devait figurer à l'image, parce qu'au niveau des références bibliographiques, cette BD, si vous voulez, c'est une synthèse de l'essentiel des connaissances à avoir sur ces questions d'énergie et de dérèglement climatique. Or, pour des raisons techniques, j'ai été obligé de recadrer la vidéo, et donc ce référent visuel qui devait apparaître comme un fil conducteur tout au long de la vidéo, il a disparu. Alors je suis avec Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez peut-être, et on va parler d'un sujet qui va totalement pas faire polémique, à savoir, et je sais que la question va choquer certains d'entre vous, est-ce qu'on peut réellement se dire écologiste lorsqu'on est anti-nucléaire ? Je sais, et j'avais fait un sondage il y a quelques années, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont hostiles à l'énergie nucléaire, et donc je sais qu'il va y avoir beaucoup de pouces rouges sous cette vidéo. YouTube a récemment désactivé les pouces rouges, donc vous ne le voyez pas, mais moi qui suis derrière, je peux vous dire qu'il y a très certainement beaucoup de pouces rouges. Donc je vais vous demander d'être sympa et de mettre un pouce vers le haut pour le référencement sur l'algorithme. Et avant de se lancer dans le vif du sujet et d'expliquer pourquoi le nucléaire peut être une solution, l'une des solutions face aux enjeux de demain, on va parler avec M. Jancovici de la raison pour laquelle ça peut être une solution à quelque chose, à savoir les dérèglements climatiques qu'il y a en cours actuellement. C'est quoi qu'on appelle le réchauffement climatique? C'est quoi ce truc? Est-ce que le terme est approprié? Alors le terme est partiellement approprié. On peut aussi parler de dérèglement climatique, on peut parler de dérive climatique. En gros, on peut parler de modification climatique. Souvent on dit réchauffement parce que c'est une des marques de la modification qui est en cours, qui a démarré et qui va s'amplifier à l'avenir. Alors non seulement on peut parler de changement climatique, on peut passer de changement climatique aussi. En fait, la stabilité du système climatique terrestre sur très longue période, alors il faut se mettre d'accord sur ce que c'est qu'une longue période, c'est plutôt une exception qu'une règle. Si on regarde la manière dont le climat planétaire a varié depuis que la Terre est dotée d'une atmosphère, c'est-à-dire quelques milliards d'années, en fait, il y a eu des époques où il était extrêmement différent de ce que nous constatons aujourd'hui. Il y a eu des époques où la composition de l'atmosphère était très différente. Il y a eu des époques anciennes, hein, il n'y a pas d'oxygène dans l'atmosphère, par exemple. Il y avait beaucoup plus de CO2 qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup plus de méthane qu'aujourd'hui. Il y a eu des époques où l'activité solaire était plus basse, il y a eu des époques où l'orbite de la Terre n'était pas configurée exactement comme elle est aujourd'hui. Bref, le climat, il a changé. On sait tous, par exemple, que sur les derniers millions d'années, il y a eu une alternance d'air glaciaire et d'air chaude, qu'on appelle interglaciaire. On les appelle interglaciaires simplement parce que la norme, c'était l'air glaciaire et la période non glaciaire, elle s'intercalait entre des aires glaciaires.
Et donc le climat il change, donc c'est normal que ça change. Donc, le climat il y a pas de souci à se faire. Absolument. Donc il y a des choses qui sont tout à fait normales dans cette histoire. Après, c'est une question de rythme. Alors, je vais prendre un parallèle avec un truc tout bête dans la vie courante, c'est la croissance des enfants. Les enfants, en général, voient leur taille augmenter avec le temps. Donc un enfant qui prend 10 cm dans l'année, ça reste quelque chose de normal, mais si vous avez un enfant qui doit prendre 50 cm ou 1 mètre dans l'année, vous allez dire il y a un truc qui se passe qui est juste pas normal. A l'inverse, si vous avez un adolescent en pleine poussée d'adolescence, tout d'un coup, avant qu'il ait fini sa croissance, il y a une année pendant laquelle il ne croit pas du tout avant que ça recommence, mais pareil, il y a un truc pas normal. Donc il y a une question de rythme et de quantité qui fait qu'on peut considérer qu'une modification est dans la norme ou qu'elle n'est pas dans la norme. Et tout ça est une affaire quantitative, ce n'est pas juste une affaire qualitative. Alors il se trouve que là, depuis 10 000 ans, le climat est, ou plus exactement, était stable, puisque sa stabilité a commencé à ne plus être en vigueur, on va dire. Et cette stabilité climatique depuis 10 000 ans, elle est due à la configuration des paramètres astronomiques de la Terre, qui font qu'après la sortie de la dernière ère glaciaire, donc il y a 20 000 ans, on était au plus froid de la dernière ère glaciaire, puis il y a eu une déglaciation qui a duré à peu près 10 000 ans et qui a vu la moyenne planétaire augmenter d'à peu près 5 degrés, avec évidemment plein d'autres modifications absolument majeures. Il y avait des calottes glaciaires sur le Canada, sur la Scandinavie, sur le nord de la Russie, tout ça a fondu. Le niveau de l'océan... Tout ça pour juste 5 degrés. Oui, le niveau de l'océan est remonté de 120 mètres, okay. Donc c'est ça qui a séparé la Grande-Bretagne actuelle de la France actuelle. Le point bas de la Manche est à 114 mètres, donc il y a 20 000 ans, il y avait une continuité territoriale entre la Grande-Bretagne et la France. Donc ces modifications absolument massives, elles sont liées à un réchauffement de 5 degrés en 10 000 ans, c'est ça la déglaciation, et ça a notamment rendu les moyennes latitudes cultivables. Lors de la dernière ère glaciaire, les moyennes latitudes n'étaient pas cultivables, on avait du sol gelé en permanence, comme dans le nord de la Sibérie actuellement, ou le nord du Canada. Donc c'est des modifications qui sont naturelles, les modifications du climat. Encore une fois, la question qui est posée aujourd'hui, c'est pas est-ce qu'il est anormal que le climat varie, c'est est-ce que la vitesse de variation que nous mettons en route avec nos émissions de gaz à effet de serre, j'expliquerai juste après ce que c'est que l'effet de serre, sont susceptibles de provoquer des changements qui vont bien au-delà de la capacité d'adaptation d'une humanité sédentaire à 8 milliards d'individus. C'est ça la question qui est posée. C'est pas est-ce qu'il est anormal que le climat varie, ça on connaît déjà la réponse est non. Mais il a très peu varié si on regarde la moyenne planétaire sur les 10 000 dernières années, enfin les 10 000 dernières années moins le dernier siècle, elle n'a quasiment pas varié, c'est-à-dire que par rapport à sa valeur dite pré-industrielle, on va dire sur le 19e siècle, eh bien, la moyenne planétaire, elle a varié lentement d'une petite fraction de degré entre 8000 ans avant la naissance de Jésus-Christ et 2000 ans après. Donc c'est une petite fraction de degré sur ces 10 000 dernières années. C'est ça qui a permis la sédentarisation des hommes. Dans un climat qui est rapidement changeant, vous ne pouvez pas, à l'époque où on n'a pas les moyens modernes, les machines modernes, etc., les transports modernes, vous ne pouvez pas vous installer quelque part, développer une agriculture, et puis 2 siècles après, le climat a changé, vous ne pouvez plus faire pousser la même chose, et à l'époque, avec les moyens rudimentaires de l'époque, c'est évident que ça n'aurait pas fonctionné. Donc c'est la très grande stabilité du climat qui a permis l'apparition des civilisations sédentaires, dont nous sommes les lointains descendants. L'apparition des villes, petites à l'époque, etc. Donc la stabilité du climat a joué un très grand rôle dans l'émergence d'une humanité nombreuse et sédentaire. Ce qui pose problème aujourd'hui, encore une fois, c'est la remise en question de cette stabilité du climat. Vous voyez par exemple que les habitats qui ont été développés sur Terre correspondent au climat local. On ne construit pas au Canada comme on construit au Mali et comme on construit au Japon. À chaque fois, le climat local a joué un grand rôle dans la façon dont on a conçu les habitats, dont on a conçu les infrastructures. Pas besoin de se défendre de la pluie de la même manière en Scandinavie qu'en Espagne, etc. Donc il y a du gel. Donc il y a plein de caractéristiques locales avec lesquelles on a bâti le système sédentaire dans lequel nous vivons, qui sont très dépendants du climat. L'agriculture est évidemment très dépendante du climat, on n'a pas développé la même agriculture partout, etc. Donc la stabilité climatique est vraiment un élément qui a été structurant, fondamental, dans la manière dont les sociétés sédentaires se sont organisées. C'est pour ça, encore une fois, que la variation rapide du climat va poser un problème, parce que ça va saper une partie des bases de ce qui fait notre quotidien. Mais 2 degrés, c'est pas énorme, 2 degrés. Alors 2 degrés, c'est la moitié d'une transition glaciaire-interglaciaire. Donc en fait, si c'est énorme, à 2 degrés, par exemple, la quasi-totalité des coraux tropicaux sont morts, et tous les écosystèmes qui en dépendent. À 2 degrés, les hêtres et les épicéas disparaissent quasiment de France.
une bonne partie des chênes, à 1,1 degré, ce que nous avons actuellement. Vous avez déjà vos pommiers qui n'ont pas fait de pommes, probablement à cause du gel tardif. Et le gel tardif, c'est quelque chose qui est déjà, enfin exactement les gros dégâts du gel tardif, c'est déjà une conséquence du réchauffement climatique, parce que comme la température est globalement plus douce qu'elle ne l'était avant, la végétation débourre plus tôt en saison, et un épisode de gel, et il continuera à y en avoir, qui arrive normalement, c'est-à-dire là où il doit arriver, en avril, même éventuellement en mai, à ce moment fait des dégâts beaucoup plus importants parce que la végétation a débourré plus tôt. Le problème, c'est pas le gel, le problème c'est qu'il a fait trop chaud trop tôt et que les arbres ils se sont plantés et ils ont cru que le printemps arrivait. Absolument, et donc ça c'est un effet déjà du réchauffement climatique. Après vous avez des étés qui sont trop secs et trop chauds, et ça a fait par exemple diminuer la récolte de pommes de terre il y a quelques années, je ne sais plus si c'est 2018 ou 2019, de 40%. Regardez ce qui s'est passé au Canada cet été, où la récolte de blé dur va aussi être amputée de 40%. Vous avez eu, alors à l'inverse, des inondations et des précipitations excessives en hiver et en fin du printemps qui ont empêché une année les États-Unis de planter du soja. Enfin voilà, et ça on est juste à 1,1 degré. On n'a pas besoin d'aller à 2 degrés. Il faut bien voir que les conséquences du réchauffement climatique, en fait, elles ne vont pas être proportionnelles à l'élévation de température. Elles vont aller beaucoup plus vite que l'élévation de température. Par exemple, les vagues de chaleur exceptionnelles, celles qui arrivent une fois tous les 50 ans, avec un réchauffement à 4 degrés, elles sont multipliées par quasiment 50. Donc, vous voyez, elles ne sont pas multipliées par 4, elles sont multipliées par quasiment 50. Donc, vous avez sur les phénomènes qui vont être des phénomènes destructeurs, une vague de chaleur intense, c'est un phénomène destructeur, il y a un avant et un après. Vous avez après la forêt qui va mourir, alors qu'avant, elle allait bien. Et une forêt, il faut 50 ans pour la reconstituer derrière. Donc, pas avec les mêmes espèces en plus. Donc vous voyez bien que ces événements exceptionnels qui peuvent être très destructeurs, leur multiplication nous garantit quelque chose qui va être une évolution, ce que j'appelle en marche d'escalier. C'est-à-dire que ce n'est pas un avenir continu où on s'adapte progressivement aux problèmes, c'est des avenirs discontinus avec de temps en temps des gros craquements qui vont faire que derrière, on encaisse la perte, on a nos yeux pour pleurer, puis ça s'arrête à peu près là. Donc 2 degrés, c'est déjà un très très gros réchauffement. Le GIEC a sorti par exemple une conclusion il y a 2 ans, expliquant qu'à 2,5 degrés, c'était son appréciation du moment, qui évidemment est susceptible d'être mise en cause de manière optimiste comme de manière pessimiste. Je veux dire par là, on peut découvrir à l'expérience que c'est pire ou que c'est mieux, mais souvent aujourd'hui on découvre que c'est pire. À 2,5 degrés, il y a une insécurité alimentaire généralisée sur Terre. Une insécurité alimentaire généralisée sur Terre, c'est tous les systèmes politiques stables qui s'effondrent. 2,5 degrés. Donc, est-ce que 2 degrés, c'est anecdotique? Je ne crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, on a peine à s'imaginer à quel point, justement, déjà 2 degrés est quelque chose d'absolument majeur et qu'on aura énormément de mal à gérer de manière sympathique. Ah oui, s'il y a des survivalistes qui regardent, je sais qu'il y a des survivalistes qui me suivent. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes toujours à réfléchir à différentes causes d'effondrement. Il faut savoir que le climat, en fait, a toujours eu dans l'histoire des conséquences politiques. Je vous avais fait la petite vidéo sur l'île de Pâques pour vous expliquer ce qui s'était passé sur l'île de Pâques. Quand les choses bougent climatiquement, politiquement, c'est en soi une cause d'effondrement parce que par exemple, la bienveillance de nos démocraties, elle n'est pas facile à conserver, parce que la stabilité des systèmes politiques, on considère que c'est acquis, mais en réalité, ça ne l'est pas quand il y a des tensions sociales. Non, j'en suis juste pour les amis survivalistes, là. En soi, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne croient pas au réchauffement climatique, par exemple. Il faut savoir qu'en soi, c'est juste à soi tout seul une cause d'effondrement, ça. On peut regarder dans le passé récent des épisodes où le changement climatique existant, actuel là, a déjà joué un rôle dans le déclenchement de troubles politiques. Et il y en a une en particulier que j'ai étudiée d'un peu près et qui a donné lieu à une intervention, la vidéo existe sur ma chaîne YouTube, l'intitulé de la conférence s'appelle « De Daesh à la COP21 ». Et donc, comme son nom l'indique, ça a été fait un peu avant la COP21, donc 2015. Et j'avais décortiqué la chronologie de ce qu'on appelle les printemps arabes, ou le printemps arabe, je connais des gens qui mettent ça au pluriel. Et j'avais regardé d'un peu près ce qui est arrivé en Tunisie, en Égypte et en Syrie, c'est-à-dire les 3 pays où il y a eu des troubles politiques importants, dont en Syrie le déclenchement d'une guerre, et en Égypte et en Tunisie des troubles politiques importants. Et en fait, l'une des causes, évidemment le monde est multidéterminé, mais l'une des causes de ce qui s'est produit vient du climat.
c'est à la fois une sécheresse endémique dans le pourtour du bassin méditerranéen qui va s'amplifier parce que c'est une conséquence attendue du réchauffement climatique, donc il va moins pleuvoir, il va y avoir plus d'évaporation à cause de l'augmentation de la température. Donc en résultat de tout ça, la sécheresse des sols va augmenter rapidement, et des sols plus secs sont des sols moins productifs. Ça malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Et à côté de ça, moins l'agriculture locale produit, plus on a besoin d'importer. Et pour importer, il faut exporter. Et quand on regarde ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte et en Syrie, on a affaire à des pays qui n'avaient pas grand-chose à exporter en 2010, à cause de la crise de 2009, qui elle-même a un déterminant énergétique. Et ils se sont retrouvés à ne pas pouvoir subventionner la nourriture pour les quelques dizaines de pourcents de la population pour qui ça représente une énorme part de leur budget. Et en fait, on a eu des émeutes de la faim. C'est exactement ça qu'on a eu, exactement la même chose que ce qui a précédé la Révolution française. Donc, on a déjà des exemples sous le nez de conséquences politiques, de conséquences politiques directes liées à une inflation alimentaire qu'on n'est pas capable de maîtriser. Et les mêmes causes vont produire les mêmes effets, c'est-à-dire que ce genre de prise en tenaille va se reproduire. Ça ne s'est pas produit en Algérie, parce qu'en Algérie, en 2010, le prix de la nourriture et le prix du pétrole sont remontés. Alors, chez les gens qui ne pouvaient pas exporter, ça a provoqué un vrai problème. Mais chez les gens qui avaient du pétrole et du gaz à exporter, ce qui est le cas de l'Algérie, l'un a compensé l'autre. Et ça n'a pas été le cas au Maroc, qui est plus proche de l'autosuffisance alimentaire que ses voisins du Maghreb. Donc il y a vraiment aujourd'hui un déterminant climatique et un déterminant énergétique. Par ailleurs, tout ça est décortiqué dans un livre que j'avais écrit justement en 2016, je crois, qui s'appelle « Dormez tranquille jusqu'en 2100 » et qui est évidemment une plaisanterie, hein, c'est du second degré, qui expliquait que les ennuis liés au changement climatique n'attendront pas 2100, puisque c'est souvent à 2100 qu'on donne les élévations de température avant de se produire, et qu'on en aura bien avant. Donc oui, il y a déjà des conséquences politiques liées à associées à cette affaire de réchauffement climatique. Et donc c'est là qu'on en arrive tout doucement au nucléaire, parce que ce réchauffement climatique, il a une cause, les infrarouges, dont je vais essayer de nous parler brièvement, parce qu'il y a d'autres vidéos sur YouTube sur lesquelles vous détaillez un peu plus ça. Qu'est-ce que c'est que ces infrarouges? Pourquoi ça réchauffe la planète? Les vidéos en question, c'est les cours 3 et 4. Enfin, c'est les modules 3 et 4 d'un cours qui est enregistré, que je donne à des étudiants de Mines ParisTech et qu'on peut retrouver sur mon site personnel. Donc il y a une page qui s'appelle Cours à Mines ParisTech, voilà, on tape dans n'importe quel moteur de recherche, on trouve ça. Et donc les modules 3 et 4 détaillent en 2 fois 2h30, si ma mémoire est bonne, ce qu'est le changement climatique, à quoi c'est dû, et enfin le changement climatique actuel dû aux hommes. Alors il est dû effectivement à la présence dans l'atmosphère de gaz qui sont opaques aux infrarouges terrestres. Les infrarouges, c'est du rayonnement qui ressemble à de la lumière, de même nature, mais avec des longueurs d'onde un peu plus grandes, et qui est émis par tout corps qui est proche de la température de notre propre corps. Alors proche sur l'échelle des températures absolues, celles qui démarrent à 0 Kelvin, c'est-à-dire moins 273 et quelques degrés centigrades. C'est ce que nos militaires détectent dans leur avec des caméras thermiques. Voilà, exactement. Donc ce qu'on appelle des caméras thermiques, en fait, c'est des caméras à infrarouge. Donc nous, quand on utilise la caméra qui est en train de me filmer, en ce moment, elle n'utilise pas les infrarouges pour me filmer, elle utilise la lumière visible. Mais on peut également utiliser des caméras à infrarouge. Et ces caméras à infrarouge détectent les infrarouges. Donc là, en l'occurrence, elle verrait aussi le reste de la pièce, par exemple, qui émet des infrarouges. Parce qu'à la température à laquelle nous sommes, il y en a, et en fait, même à 0, à la température de congélation de l'eau, il y a aussi des infrarouges qui sont émis. Et ces infrarouges émis par la planète, en réponse à la lumière du soleil qui chauffe le sol et qui chauffe l'océan, eh bien, ils sont interceptés dans l'atmosphère par ce qu'on appelle des gaz à effet de serre. Donc un gaz à effet de serre, c'est juste un gaz qui est opaque aux infrarouges terrestres, qui a la capacité d'absorber ce rayonnement. L'absorption des infrarouges par des gaz est quelque chose de très courant dans l'univers. C'est même comme ça qu'on détecte leur présence à proximité des étoiles. Les astronomes utilisent des dispositifs précis qui leur permettent de regarder quelles longueurs d'onde sont absorbées par les gaz qui se trouvent entre une étoile et la Terre. Et comme ça, ils en déduisent la composition chimique de la nébuleuse ou du nuage de gaz qui se trouve entre l'étoile qu'ils sont en train de regarder et la Terre. Et ils savent ça en regardant ce qu'on appelle les raies d'absorption.
Donc les gaz à effet de serre, encore une fois, c'est des molécules présentes dans l'atmosphère qui ont des raies d'absorption dans l'infrarouge qui est émis par la Terre. Cet effet de serre, il est connu depuis 2 siècles. C'est Joseph Fourier qui a théorisé la chose. Les gaz à effet de serre principaux qu'on va trouver dans l'atmosphère, à savoir le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau, enfin dans l'autre sens, d'abord la vapeur d'eau, ensuite le dioxyde de carbone, ils ont été identifiés il y a 1 siècle et demi par 2 physiciens, un français et un irlandais. Et ça veut dire que le corpus scientifique qui décrit ce que c'est que l'effet de serre et du coup les conséquences qu'il y a si on augmente la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, à savoir un réchauffement près du sol, ces conséquences sont connues depuis 1 siècle et demi. Donc c'est de la vieille science. Ce qui est connu depuis beaucoup moins longtemps, c'est les variations naturelles du climat dans le passé qui permettent de savoir si une variation de quelques degrés, c'est grave ou pas grave. Parce que tant qu'on ne sait pas si l'objet qu'on a en face de soi a une température très stable ou au contraire très instable et ça ne nous empêche pas de vivre, à ce moment, tant qu'on ne sait pas ça, on ne peut pas dire si c'est grave qu'une modification rapide soit provoquée par nous. Je vais prendre un exemple. Si vous prenez un lézard ou un poisson, c'est ce qu'on appelle un animal à sang froid, si sa température interne varie de quelques degrés, c'est le cas de le dire, ça lui fait ni chaud ni froid. Bon, il s'en fiche royalement, enfin il s'en fiche. Il ralentit son activité ou il l'accélère, mais en gros, voilà, ça ne va pas le faire mourir. Nous, si on a notre température interne qui varie de quelques degrés, on ne va pas aimer ça du tout. Hein. Si je vous colle durablement votre température à 34 ou 33 degrés, vous allez finir par y passer. Et si je vous colle si la température interne de votre corps passe durablement à 42 degrés, vous allez y passer aussi. Donc, une variation de quelques degrés, quelle qu'en soit la cause de la température du corps d'un poisson, voilà, il y survit, vous, ça va être une autre paire de manches. Donc, c'est exactement la même chose en ce qui concerne le climat planétaire. Tant qu'on ne savait pas reconstituer les climats du passé, on ne savait pas si une variation de la température moyenne de quelques degrés due à un supplément d'effet de serre allait être une mauvaise affaire ou pas. Et en fait, le premier scientifique qui a fait un calcul d'ordre de grandeur sur le réchauffement qui suivrait une augmentation de CO2 dans l'atmosphère, qui s'appelait Arrhenius, un Suédois, pensait que c'était une excellente nouvelle. Parce qu'il se disait, bon, il était en Suède, il fait pas très chaud en Suède, donc il se disait, c'est parfait, ça va allonger la saison de pousse de la végétation. On était en 1896, cette époque-là, il y avait encore une grande variabilité dans l'agriculture, on n'était pas du tout protégé contre des disettes, famine pas vraiment, mais des disettes oui. Donc lui il se disait, s'il fait chaud, c'est quand même une excellente affaire, l'hiver va être moins rude, on va pas venir s'en plaindre. Et en fait, il a fallu attendre les moyens modernes d'investigation du passé, qui portent le nom barbare en particulier de spectrométrie de masse, pour qu'on comprenne que quelques degrés de variation, c'était un choc massif, et c'était un jeu auquel il ne fallait pas jouer. Mais c'est récent ça, c'est les années 60-70. Alors, on en était aux infrarouges. Oui, les infrarouges. Donc les gaz à effet de serre, quand on les rajoute aujourd'hui dans l'atmosphère, ils vont obscurcir l'atmosphère aux infrarouges de manière croissante, et ils vont le faire de façon durable, parce que la caractéristique principale, une des caractéristiques essentielles du dioxyde de carbone, qui est le principal gaz à effet de serre qu'on rajoute dans l'atmosphère, c'est pas juste qu'il absorbe les infrarouges, c'est que par ailleurs, une fois qu'il est dans l'atmosphère, il met très longtemps à s'en aller. Il faut bien voir qu'après arrêt des émissions, un surplus de CO2 qu'on a créé dans l'atmosphère met plus de 10 000 ans à s'en aller. Plus de 10 000 ans. Ça veut dire que le surplus de CO2 qu'on a déjà créé dans l'atmosphère, on n'a pas fini d'en voir toutes les conséquences. Ça veut dire aussi que le climat tel qu'il était avant qu'on commence à jouer avec la machine à vapeur et le moteur à combustion interne, on ne le reverra jamais. Et en fait, même si on commence à faire des efforts aujourd'hui pour baisser les émissions, de votre vivant et du vivant de votre de votre longue descendance dans le temps, enfants, petits-enfants, etc., on ne reverra même jamais le climat de l'an 2020. D'accord ? Donc le climat de l'an 2020 va disparaître à jamais pour le reste des temps historiques à cause de cette caractéristique du CO2 qui est son temps de rémanence extrêmement long, ou sa caractéristique exactement du surplus de CO2 qui a un temps de rémanence extrêmement long. Donc la dérive climatique, elle a 2 caractéristiques principales. Les gaz à effet de serre absorbent les infrarouges. Ça confine l'énergie près du sol. Donc l'un des effets, c'est que ça augmente la température, pas que. Et l'autre caractéristique essentielle, c'est que ces gaz à effet de serre ont une durée de vie dans l'atmosphère, ou le surplus plus exactement a une durée de vie dans l'atmosphère, pas une molécule unitaire, mais le surplus, qui va au-delà des temps historiques. Et donc ça va engendrer une instabilité chronique
à partir de maintenant. Et l'instabilité, les civilisations n'aiment pas ça, et c'est ce qui crée des conflits. Alors l'instabilité, on a tendance à la limiter au maximum. Je prends la verre, excusez-moi. L'instabilité, on a tendance à la limiter au maximum, ou plus exactement, on a intérêt à la limiter au maximum, parce que l'instabilité rend le monde non prévisible, et aujourd'hui, un monde non prévisible, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. L'instabilité rend le monde instable, et c'est quelque chose que, enfin par définition, et c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Donc ce qu'on veut, c'est éviter ça, et moi, ce que j'entends de votre explication, c'est que l'un des moyens de l'éviter, d'ailleurs c'est probablement pas possible, par contre l'un des moyens de le limiter, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de CO2 qui soit rejeté dans l'atmosphère, parce que moins il y aura de CO2 et plus les rayonnements infrarouges arrêteront de nous réchauffer. Et donc c'est comme ça qu'on peut faire en sorte de ne pas être à plus de 2, 3 ou X degrés. Est-ce que j'ai bien compris votre affaire? Oui, c'est à peu près ça, avec un élément supplémentaire qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas que le réchauffement climatique dans le déterminant de l'avenir. Il y a également la question de la disponibilité des ressources naturelles et en particulier des ressources énergétiques. Une autre raison que nous avons de limiter nos émissions de CO2, c'est que faire dépendre la façon dont on reste stable de l'existence de combustibles fossiles qui, eux, sont épuisables, même s'il n'y a pas de changement climatique, est aussi un pari qui est extrêmement dangereux. À partir du moment où vous avez besoin, pour faire vivre la civilisation, d'une nourriture, qui est en l'occurrence les combustibles fossiles, qui vont disparaître par la force des choses parce qu'ils sont épuisables, vous avez un deuxième facteur de faiblesse, qui est que vous êtes en train d'essayer de perpétuer quelque chose qui ne peut pas être perpétué indéfiniment, parce que ça dépend d'un ingrédient dans votre recette, qui va finir par diminuer ou être de moins en moins disponible. Alors si on est un peu plus précis, les combustibles fossiles que nous utilisons aujourd'hui pour alimenter les machines qui permettent à la civilisation d'exister, puisqu'on vit dans un monde de machines, eh bien, ces combustibles fossiles, ils ont mis pour le charbon 300 millions d'années à se former. Donc il y a eu une ère géologique de formation du charbon sur Terre. C'est le Carbonifère, justement, création du charbon. Et le charbon, c'est un reste de fougères qui ont poussé à cette époque-là, de grandes fougères arborescentes, que la tectonique des plaques a ensuite enfoui sous terre et cuit à petit feu, on va dire, à cause de la géothermie. Le pétrole et le gaz, c'est un peu le même genre de processus, mais sauf que c'est lié à du plancton et à des microalgues qui ont vécu dans l'océan, parfois rarement dans des lacs. Et pareil, les restes organiques de ce plancton et de ces microalgues tombés sur le plancher océanique ont été enfouis par la tectonique des plaques sous terre et distillés par la géothermie, on va dire, jusqu'à former du pétrole et du gaz. Donc ces processus sont des processus très lents. Et l'âge moyen du pétrole et du gaz qu'on extrait aujourd'hui se balade entre quelques millions d'années et quelques centaines de millions d'années, avec l'essentiel qui se promène quelque part entre quelques dizaines de millions d'années et quelques centaines de millions d'années. Donc on voit bien que ce sur quoi repose notre civilisation aujourd'hui, parce que même les gens qui vous regardent et qui sont objecteurs de croissance, eh bien ils se vêtent, ce sont des vêtements qui font appel à des matériaux qui ne viennent pas de France. Ils mangent grâce à des circuits alimentaires qui empruntent à des choses qui ne viennent pas de France. Par exemple, le premier emballage en plastique venu, le premier bocal réutilisable en plastique venu, utilise du pétrole qui n'a pas été extrait en France. Donc, même si c'est moins que les autres, nous sommes tous aujourd'hui dépendants de cette économie mécanisée, mondialisée, qui nous permet d'assurer des gestes quotidiens. Donc cette économie mondialisée que nous avons construite aujourd'hui et dont nous dépendons tous, même si on n'en a pas envie, la caméra qui me filme, c'est pareil, elle n'a pas été faite en France, voilà. Donc, repose sur un système qui est essentiellement alimenté par des combustibles fossiles qui sont épuisables. Et pour finir ce panorama, en ce qui concerne le pétrole dit conventionnel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas le pétrole de schiste américain et les sables bitumineux canadiens, est passé par un maximum en 2008, une information qui est peu connue, totalement ignoré dans le monde politique et quasiment dans le monde économique. Et ça a été un déclencheur direct dans ma vision du monde à moi de ce qu'on a appelé la crise des subprimes qui a eu lieu cette année-là. C'est aussi une chronologie que je détaille dans le livre que j'évoquais tout à l'heure, Dormez tranquille jusqu'en 2100. Et si on rajoute le pétrole qu'on appelle non conventionnel, donc c'est le pétrole de schiste aux États-Unis et les sables bitumineux,
Le maximum historique à date, c'est fin 2018, donc c'était avant le Covid. Et quand on fait des analyses détaillées sur ce qui devrait se passer à l'avenir, climat ou pas climat, il est vraisemblable que nous ayons entamé un déclin irréversible de l'offre pétrolière mondiale, même si on considère que c'est pas juste d'en avoir moins, parce que les gilets jaunes ont besoin de leur voiture pour se déplacer. Donc on va avoir ce problème-là à gérer de toute façon. Et donc la civilisation fossile, elle est face à deux limites, pas juste une. Il y a une limite à l'aval, qui est le changement climatique, mais une limite à l'amont, qui est la disponibilité des combustibles fossiles. Et pour finir ce panorama, parce que ce que je vais dire derrière concerne avant tout l'Europe, en Europe, nous avons déjà les deux problèmes sur les bras, c'est-à-dire que la disponibilité en combustible fossile en Europe aujourd'hui, elle est déjà contrainte à la baisse, quel que soit le combustible qu'on regarde, charbon, pétrole ou gaz. Bien évidemment, les problèmes liés au changement climatique sont déjà à la hausse. Donc à l'avenir, on va devoir gérer plus de problèmes avec moins de moyens, c'est comme ça qu'il faut bien voir les choses. Et donc, en plus de, et donc c'est là qu'on va en venir au nucléaire, considérer qu'il faut délibérément se priver d'un moyen qui pourrait conduire à amortir la chute, est à mon avis augmenter les risques globaux et non pas les baisser. Parce que par ailleurs, la chute confère ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur par exemple la déstabilisation liée à un défaut d'alimentation, elle a très peu de chances de bien se passer si elle est rapide. Dit autrement, l'effondrement qui permettrait à chacun d'être tranquille dans sa ferme autonome avec ses boîtes de conserve en attendant que la situation se calme, j'y ne crois pas une seconde. C'est pas du tout un truc auquel je crois. Alors, il y a un point que vous avez brièvement évoqué et qu'on ne va pas pouvoir du tout développer ici parce que ça prendrait trop de temps, c'est le niveau de dépendance à l'énergie dont beaucoup de gens n'ont absolument pas conscience. Est-ce que vous pouvez me dire sur quelle vidéo je peux orienter les gens pour qu'ils aillent voir et qu'ils prennent conscience de notre... C'est votre image d'Iron Man, hein, qu'ils prennent conscience de notre degré énorme de dépendance à l'énergie. Bah, plutôt que la vidéo, puisque vous m'avez fait le plaisir de mettre ça sur la table, je préfère les orienter vers ce livre. Je peux aussi les orienter vers des vidéos. Oui, non, mais très bien, le livre, oui. Mais je préfère ça pour une raison très simple, c'est qu'il a précisément été fait pour essayer d'expliquer avec des dessins pour partie, et non pas avec juste du texte et des graphiques, cette dépendance. Et en fait on essaye dans cette BD de retracer l'histoire de la civilisation industrielle depuis les 2 derniers siècles. Donc en fait ça reprend le cours que je fais à Minparitech et que j'évoquais tout à l'heure, mais ça le reprend avec le génie d'un dessinateur qui a fait des mises en perspective avec, vous savez, vous connaissez cette maxime, hein, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours, et de temps en temps dans un seul dessin il y a des choses qui frappent et qui remplacent un quart d'heure d'explication. Donc je préfère les orienter vers ça, puis en plus si on conserve religieusement ce livre pendant un siècle, ça fait un stock de carbone, alors que les vidéos c'est pas le cas. Voilà, c'était une discussion autour du mot « de quoi parle-t-on quand on parle d'autonomie » Je vous assure que ce serait un sujet d'une... Il vous arrive dans certaines conférences de dire là on va pas partir là-dessus parce que ce serait trop long. Je vous assure que ce serait trop long. Mais ça fait partie du débat d'ensemble. Ouais. Ça fait partie du débat d'ensemble. Généraliser la notion d'autonomie est quelque chose qui pour moi n'a pas beaucoup de sens. La question qui a du sens, c'est est-ce qu'on peut diminuer son degré de dépendance? Et ça, évidemment, la réponse est oui. Et la deuxième question qui a du sens, c'est est-ce qu'on peut se mettre dans une situation dans laquelle on dépend de gens qui par ailleurs ont besoin de vous? Et parce que ça, c'est un élément de sécurité. À partir du moment où il y a une dépendance mutuelle, vous augmentez votre degré de sécurité par rapport à une dépendance vers des gens qui n'ont pas besoin de vous. Je vais prendre un exemple idiot, qui est les appareils technologiques qu'on est en train d'utiliser pour faire cette vidéo. Ces appareils, ils sont faits par des gens qui, nous, on dépend d'eux, eux, ils ne dépendent pas de nous. Pour avoir discuté avec des opérateurs télécoms, Apple, par exemple, se contrefout du marché français. Enfin, je veux dire, si les Français disent on voudrait que vous changiez vos appareils pour qu'ils soient plus durables, Apple fait ha ha ha, oh oh, hihi, chuchu, c'est ça, et si vous n'êtes pas content, allez vous faire voir ailleurs. Parce que le marché français ne représente rien pour eux à l'échelle du marché mondial. Donc là, voilà typiquement une situation dans laquelle on est en asymétrie
de relation de dépendance, et donc on est pieds et poings liés vis-à-vis de quelqu'un sur qui on n'a pas de prise. Donc ça, c'est des situations qui sont évidemment pas saines. Par contre, si vous dépendez de quelqu'un qui symétriquement dépend de vous, ou a besoin de vous pour quelque chose, à ce moment, vous avez un élément de sécurité qui augmente. Voilà, Et donc je préfère de beaucoup déplacer le débat sur le terrain du degré de dépendance et de la réciprocité de la dépendance. Voilà, c'est ça le... Moi, où ça m'ennuyait, c'est parce qu'on s'éloigne du nucléaire, en fait. Revenons au nucléaire. Mais encore une fois, ce serait... Mais ça fait partie en soi, ce serait... Mais ça fait partie des arguments parfois utilisés contre le nucléaire, c'est-à-dire nous dépendons d'uranium importé de régions lointaines, nous dépendons, etc. Et je veux juste faire remarquer que cette remarque est vraie aujourd'hui en l'état pour à peu près tout, y compris pour les panneaux solaires qui ne sont pas fabriqués ailleurs qu'en Chine, à quelques rares exceptions près. L'honnêteté conduit à constater que énormément des arguments qu'on met en avant quand on parle des inconvénients du nucléaire, en fait, s'appliquent à énormément d'autres choses pour lesquelles on n'a pas le réflexe de les mettre systématiquement en avant. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Ok, donc passons au sujet qui va peut-être choquer plus de gens. On va parler du nucléaire. Le CO2, donc le but, c'est d'en émettre le moins possible dans l'atmosphère. Alors le but, c'est d'arbitrer entre deux inconvénients qui sont un inconvénient de sobriété allant trop vite à l'échelle des civilisations, puisque les civilisations, comme je l'ai dit tout à l'heure, se sont essentiellement bâties sur la disponibilité de la civilisation. L'ère moderne technologique s'est essentiellement bâtie sur la disponibilité des combustibles fossiles. Si on se prive trop vite des combustibles fossiles, ça veut dire que vous retirez trop vite sa drogue au drogué, et vous avez un risque de le faire mourir ou de le mettre dans un état qui va vraiment, voilà, il va faire une monstrueuse crise de manque, se jeter du 7e étage, enfin voilà, vous avez un risque important que vous ayez l'édifice social qui soit sapé par le bas. Par contre, si on garde les combustibles fossiles, on a un risque environnemental que l'édifice soit sapé, alors je ne sais pas si je dois dire par le haut, c'est-à-dire que la perturbation climatique soit trop importante pour la capacité des civilisations à y faire face. Et il faut arbitrer entre ces deux risques. C'est-à-dire le risque de ne pas aller assez vite, auquel cas vous avez un risque environnemental majeur et un risque physique majeur, et le risque d'aller trop vite, auquel cas vous avez un risque social majeur, c'est-à-dire que l'effondrement peut venir de l'intérieur, ce qui permet à la société de... Je vais prendre un exemple à la noix. Si demain matin je supprime les camions à pétrole en France, l'agglomération parisienne meurt de faim. On ne peut pas nourrir Paris aujourd'hui sans camions. On ne peut pas. On ne peut pas revenir aux charrettes à bras, pas assez de place dans les trains. L'Île-de-France produit 6% de ce qu'on mange. On mange essentiellement des aliments transformés. Il n'y a pas d'industrie agroalimentaire en France. Enfin, on meurt de faim. D'accord ? C'est très très clair. Moi inclus, puisque j'habite en Île-de-France. Donc le risque de... Il y a le bruit qui vous... Ouais. Je vous en prie, poursuivez. Désolé pour l'interruption. Donc là, je viens d'illustrer de manière caricaturale un risque de suppression trop rapide des combustibles fossiles qui serait supprimer demain matin la totalité des camions. A l'inverse, si je ne cherche pas à faire quoi que ce soit sur les camions, de toute façon j'ai ma décrue pétrolière qui va s'en charger, et les camions plus le reste, par exemple, engendre le risque qu'une partie des Parisiens meurent de faim, mais pour une autre raison, qui est l'agriculture ne produit plus assez. Et donc on a deux risques symétriques, il faut qu'on se mette dans la gestion de ces deux risques-là. Donc la baisse des émissions de CO2 qui est nécessaire pour le climat a un corollaire majeur, qui est la baisse de la capacité à se reposer sur des machines, camions en font partie, qui structurent l'organisation sociale actuelle, et il faut arbitrer à naviguer entre ces deux écueils. Il faut arriver à naviguer entre ces deux écueils, et c'est un exercice qui est pas simple. Et donc ma vision du nucléaire, elle s'inscrit là-dedans, c'est-à-dire que ça fait partie des marges de manœuvre, dont les risques, puisque bien évidemment toute technologie comporte des risques, sont inférieurs à ceux qui le permettent d'éviter. Voilà, c'est comme ça que je place le débat, c'est-à-dire que les risques associés au nucléaire, sur lesquels par ailleurs il ne faut pas se raconter d'histoire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas exagérer ces risques, et très souvent les gens qui sont contre ont exagéré les risques associés à cette technologie, doivent être mis en balance avec les risques que de recourir au nucléaire permet de diminuer. Je ne dis bien pas permet de supprimer,
ça serait une illusion, je suis le premier à le dire, de penser qu'en utilisant du nucléaire, on diminue totalement, rien qu'avec cette marge de manœuvre, les risques liés au changement climatique. Et une partie des partisans du nucléaire racontent des bêtises de ce point de vue, c'est-à-dire qu'ils disent si on fait du nucléaire, le problème est réglé, évidemment que non. Par contre, si on n'en fait pas, ça augmente d'autres risques au-delà des risques intrinsèques liés au nucléaire. Voilà, c'est ça la façon que j'ai de présenter la manière dont je considère que c'est une marge de manœuvre éligible. Et par ailleurs, je voudrais préciser que cette conclusion, j'y suis arrivé bien avant d'avoir reçu le moindre euro d'une industrie qui est associée au nucléaire. C'est des conclusions que j'ai commencé à formuler dès le début des années 2000. On peut retrouver des écrits me concernant en 2001-2002, à une époque où je ne travaillais absolument pas pour le moindre acteur du nucléaire. Alors aujourd'hui, je travaille pour eux indirectement, puisque la société que je co-dirige, qui s'appelle Carbone 4, a EDF et Orano parmi ses clients. Mais enfin, le chiffre d'affaires qu'on fait avec ces gens-là, actuellement, ça doit être, si c'est 2% du chiffre d'affaires global ou 1% du chiffre d'affaires global, c'est le bout du monde. Et au sein du Shift Project, j'ai effectivement EDF parmi les financeurs du Shift Project, et ils vont fournir cette année, que je ne dise pas de bêtises, quelque chose entre 5 et 8% du budget de mémoire. Voilà. Donc, je me permets de vous interrompre. Là, ce que je vous entends faire, c'est vous défendre contre une éventuelle accusation de conflit d'intérêts. Bien sûr, mais elle est légitime. Mais elle est légitime, c'est normal. Alors, oui et non. J'entends l'argument. Il est normal qu'on se demande d'où les gens qui s'expriment parlent. Et donc, je dis juste, l'essentiel de ce que j'ai, la position, la conclusion que je formule sur le nucléaire est une conclusion qui date d'avant ma vie professionnelle actuelle. Voilà, je voulais juste préciser ça. D'accord, mais par contre, c'est vous qui amenez le sujet, mais du coup, je me sens obligé de répondre à ça. Le nucléaire, c'est une industrie qui a des liens avec les politiques, mais qui ne représente absolument pas les sommes colossales et les enjeux juste énormes des compagnies pétrolières, des lobbies. Parce que si on parle de lobby, faut comparer chaque lobby à la taille de ce qu'il représente. La taille maximum du lobby du nucléaire, si tant est qu'il existe en tant que lobby, il est une portion minuscule du lobby du carbone, du lobby de l'essence, du lobby des automobiles, du lobby je veux dire... Oui, on est d'accord. Si on part du principe qu'une personne qui défend le nucléaire doit se justifier... je comprends, vous avez raison, surtout si vous avez une entreprise qui, parmi ses clients à EDF, je comprends, vous avez raison de vous justifier. Mais alors, à ce compte-là, quelqu'un qui attaque le nucléaire et dont on ne sait pas d'où il est subventionné devrait également se justifier. Moi, je vais vous montrer le petit extrait de la vidéo de comment je suis plus ou moins... j'ai un peu plus ou moins cessé d'être anti-nucléaire. C'est Vincent de la chaîne Partager, c'est sympa. Je vais vous montrer l'extrait. Je vous mets des éléments de contexte. Vincent, vous connaissez tous Partager, c'est sympa. Vincent, je pense que personne ne peut remettre en cause son engagement pour l'écologie et la lutte qu'il a pu mener pour le climat. Et parmi toutes les actions qu'il a fait, il y a quelques années, il a organisé cette espèce de blocage à la Défense où il est intervenu pour demander à nos dirigeants de lutter contre le climat. Et le début de sa vidéo, elle commence comme ça, il commence par bloquer EDF. Il lutte pour défendre le climat, et la première des choses qu'il fait pour défendre le climat, c'est de bloquer EDF. Je vais vous montrer l'extrait en question. Je ne vais pas vous montrer toute la vidéo, parce que la vidéo dure 2h40, c'est une action militante de blocage, c'est un peu long, mais au moins le début. Et le début commence par... je vais filmer avec le téléphone pendant que je vous montre. Le début commence par un militant de Greenpeace à qui on donne la parole. Et dernière question, est-ce qu'on sait faire autrement? Est-ce qu'on saurait décarboner l'énergie et dénucléariser la France?
Oui, absolument, on sait le faire et même l'État français le reconnaît parce que l'État français, à travers l'ADEME, qui est l'agence de maîtrise de l'énergie, donc une agence tout à fait officielle, a développé un scénario visant à atteindre 100% d'énergie renouvelable en 2050. Donc si on entame dès aujourd'hui une politique de sobriété énergétique, c'est-à-dire réduire notre consommation d'énergie, si on ne réduit pas notre consommation d'énergie, on n'y arrivera pas, que ce soit du nucléaire, des renouvelables ou autres, on n'y arrivera pas. Donc la première chose à faire, c'est avoir une vraie politique de réduction de notre consommation d'énergie. Vous imaginez ici à la Défense la consommation d'énergie, le gaspillage énergétique qu'il peut y avoir dans un lieu comme celui-là. Donc il y a déjà ça à avoir de manière très forte pour tout un chacun chez soi, mais aussi pour le secteur tertiaire et les industries. Et ensuite, oui, on peut remplacer les sources de production nucléaires par des sources de production renouvelables. Et là aussi, ce n'est pas seulement Greenpeace ou des associations environnementales qui le disent. Il y a tout un tas d'instituts de recherche, et à commencer par l'ADEME, cette agence officielle, qui a développé ce scénario en disant que 100% de renouvelables en 2050, non seulement c'est possible technologiquement, mais c'est certainement souhaitable d'un point de vue économique, parce que le nucléaire va coûter de plus en plus cher, alors que les renouvelables, les énergies renouvelables, notamment l'éolien et le solaire, sont en train d'être de moins en moins chers et de plus en plus accessibles. Donc oui, il y a des solutions, et c'est ça qu'on essaie de faire passer comme message à l'État français, qui ne veut pas l'entendre parce qu'il y a une histoire toute particulière de la France avec l'énergie nucléaire, parce qu'aujourd'hui il y a une collusion, et c'est aussi ce qu'on dénonce à travers cette action, une collusion entre l'État français et les dirigeants de ces entreprises. L'État français possède à 83% cette entreprise qui est là, EDF, est en train de parler de la renationaliser encore plus. Donc il y a bien sûr des liens intrinsèques entre l'État français et l'industrie du nucléaire, et c'est ça qui nous empêche d'avoir une véritable transition énergétique qui pourrait aussi servir de modèle européen, qui pourrait aussi servir de modèle à l'échelle internationale, et tout ça contribuerait à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à accentuer nos efforts pour lutter contre le dérèglement climatique. Merci. Alors, je ne vais pas vous mettre l'entretien en entier, mais voilà, on bloque EDF et ça contribue à lutter contre le réchauffement climatique. Et donc, on en arrive au cœur de cette vidéo. La question, c'est est-ce qu'on peut réellement considérer qu'on est écologiste lorsqu'on est anti-nucléaire, après avoir écouté ce que vous nous avez expliqué sur... Alors ça dépend ce qu'on appelle être écologiste. Là maintenant j'ai le choix entre reprendre les arguments qui sont dans cette vidéo, et il y en a beaucoup qui sont effectivement discutables, sinon contestables. Oh là, vous n'avez pas entendu la suite. Hein. Non, mais voilà. Vous n'avez pas entendu la suite. Très rapidement, effectivement, il y a une confusion entre électricité et énergie dans le discours. L'électricité n'est qu'un des vecteurs énergétiques que nous utilisons. Manifestement, ce n'est pas le cas des carburants, ce n'est pas le cas du fioul, ce n'est pas le cas du gaz, ce n'est pas le cas du charbon. Voilà, donc l'électricité, c'est juste un des vecteurs énergétiques. Et si on regarde l'énergie qui est utilisée par les machines que nous avons en France, qu'on a coutume d'appeler l'énergie finale, l'électricité, ça représente à peu près 20% de la nourriture des machines. 22%, j'ai les chiffres. Oui, à peu près. Je dis à 22%. À peu près 20, 22, c'est à peu près. J'aime bien rester sur des ordres de grandeur. Désolé, je vous en prie. Non, c'est plus facile à mémoriser, j'ai envie de dire. Et c'est pas très loin d'être le cas dans tous les pays de l'OCDE. La proportion est à peu près la même, à peu près 20%. La deuxième chose qui est exacte, tout en étant inexacte dans ce qui est affirmé, c'est que oui, effectivement, on peut avoir une civilisation 100% renouvelable. On connaît même très bien ça. C'est la civilisation, toute l'histoire des hommes, depuis leur apparition jusqu'à il y a 2 siècles, était 100% renouvelable. Donc ce dont on parlait tout à l'heure, jusqu'à un degré technologique de 1840, 1850, on peut à peu près être 100% renouvelable. Et encore, il y a des problèmes pour l'acier. Il y a déjà des ferrures à cette époque-là. Les forges, ça date du Moyen-Âge. Hein. Les canons, ça date du Moyen-Âge, etc. Donc, même les bateaux à voile qui naviguent sur les mers en 1850 ou en 1800 comportent déjà des ferrures. Oui, mais on arrive à les faire avec du charbon de bois. Je vous dis, en déforestant la France. En déforestant, c'est vrai. En déforestant la France, donc c'est déjà plus renouvelable. Mais déforester permet de faire des terres agricoles. Non, à l'époque c'était même pas le cas, parce que quand vous déforestez le Morvan, vous faites pas grand-chose comme terre agricole, vous faites éventuellement 3 pâturages à vaches, mais enfin voilà. Donc à cette époque-là, la déforestation a été notamment due à l'essor des forges en France, et c'est le charbon de terre, c'est-à-dire le charbon des mines, qui a pour partie sauvé les forêts françaises. Il faut avoir ça en tête. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour le CO2, mais ce que je veux dire, c'est que dans cette affaire-là, la biomasse n'était déjà plus renouvelable quand on a commencé à basculer sur le charbon. C'est juste ça que je veux dire. Donc si on considère que l'acier issu de bois, issu de la déforestation, n'est déjà plus éligible, malheureusement c'est avant 1850 qu'il faut remonter.
Donc, une civilisation 100% renouvelable, Greenpeace a raison de dire que c'est quelque chose qui est tout à fait possible, sauf que dans l'histoire, on n'a pas su faire ça autrement qu'effectivement en revenant au niveau technologique et à la population, je précise aussi, avant 1800. Or, la population en 1800, la population planétaire, c'est 1 milliard d'individus, c'est pas 8 milliards. Donc, est-ce qu'on est capable de maintenir 8 milliards d'individus, même avec le niveau technologique qu'on avait en 1800? C'est pas du tout sûr. Par exemple, pour la production agricole... Pour le coup, c'est certain que non, parce qu'on se chauffait au bois. Alors, moi, je préfère mettre un point d'interrogation pour que les gens se posent la question par eux-mêmes, ouais. Parce qu'ils arriveront vraisemblablement à la conclusion qu'on peut sérieusement en douter. Alors moi, je ne pensais pas tellement au bois, je pensais à la nourriture. Chauffer en hiver, entre 1960... Pas mourir de froid en hiver. Pas mourir de froid en hiver. On est d'accord, mais entre 1960 et 2020, la surface agricole par personne dans le monde, elle est passée de 1,6 à 0,6 hectares, je crois, de mémoire. Les gens ne sont pas morts de faim. Pourquoi? À cause des tracteurs et des engrais, c'est-à-dire de l'énergie. Si vous supprimez les tracteurs et les engrais, aujourd'hui, parce qu'on a une agriculture minière, hein, le rendement céréalier est divisé par 5. Donc vous avez aussi un tout petit sujet, je ne sais pas si on arrive à nourrir 8 milliards de personnes même en mangeant des lentilles. Donc il y a une vraie question qui se pose aujourd'hui sur la question. Et effectivement, sans combustible fossile, vous avez une concurrence d'usage qui réapparaît immédiatement avec l'énergie, c'est-à-dire avoir des surfaces dévolues à faire pousser du bois pour se chauffer, avec les transports, parce qu'avant, quand l'énergie était renouvelable, les transports c'était des animaux ou des hommes ou des bateaux. Mais tout ça, c'était pas rapide. Et puis par ailleurs, les animaux, il leur faut des surfaces pour manger, les animaux de trait. Donc, est-ce qu'avec juste des énergies renouvelables, sans même parler du niveau technologique, on arriverait à nourrir 8 milliards Pas sûr. Donc, Greenpeace a raison de dire que c'est possible, sauf qu'il faut rajouter, virgule, ça pose quand même question sur l'espérance de vie des gens et le nombre des gens sur Terre. Alors maintenant, je vais aller à la question qui est, est-ce qu'on peut être écologiste en étant antinucléaire? Si on considère qu'être écologiste inclut le fait de souhaiter une diminution rapide de la population humaine, quelles qu'en soient les modalités, jusqu'à un niveau qui redevient soutenable sur très longue période, c'est-à-dire quelques milliers d'années, à ce moment, c'est pas complètement con de se dire qu'on est antinucléaire. Dit autrement, ça veut dire qu'on milite ouvertement pour que la correction à la baisse soit aussi rapide que possible, en se disant c'est brutal, c'est violent, etc. Mais dans la durée, c'est la condition de survie d'une civilisation humaine. Je me permets de vous attendre juste maintenant parce que vous dites quelque chose d'intéressant. L'argument est également valable pour les pro-nucléaires. Le nucléaire, c'est quelque chose... Tchernobyl, on est un exemple extraordinaire. Le nucléaire chasse les humains d'une zone et permet à la vie de revenir avec une abondance extraordinaire. On va en reparler, parce qu'en fait, Tchernobyl, ça c'est quelque chose qui a souvent choqué des gens qui étaient antinucléaires. J'ai souvent dit en rigolant, si vous êtes pour l'environnement, soyez à la fois pro-nucléaire et priez pour que ça pète. Et espérez qu'il y ait des accidents. Quand des accidents, alors là, la vie revient, mais c'est extraordinaire. Tchernobyl, c'est... Alors en fait, exactement. En fait, c'est l'évacuation des hommes qui permet à la vie de revenir. Oui, le surplus de fonds de radioactivité qu'il y a dans la zone interdite est une nuisance négligeable par rapport au fait qu'on ait évacué les hommes, qui eux sont une nuisance de premier plan, parce qu'ils anthropisent tous les milieux, ils font fuir la vie sauvage, et ne serait-ce que l'agriculture c'est le premier ennemi de la biodiversité. Donc effectivement, à Tchernobyl, on a vu, ils ont même réintroduit des espèces éteintes en Europe, comme des chevaux de Przewalski, dans la zone interdite de Tchernobyl, qui se portent très bien, sauf qu'ils sont braconnés. Donc en fait, leur principal problème redevient l'homme et pas du tout la radioactivité. Et on a vu revenir des ours, des renards, des loups, des rapaces, pourquoi, enfin, il y a absolument tout qui est... non, puis même la végétation, c'est là qu'on voit que la végétation elle se répand très vite, la végétation est revenue, il va y avoir de la forêt, dans un endroit où il y avait des villes il y a 20 ans. Hein. Oui, il y a Pripyat qui est envahi d'arbres, voilà, donc effectivement, c'est quelque chose qui est bien documenté, et aujourd'hui il y a des congrès de biologie, par exemple, qui documentent la manière dont la zone interdite de Tchernobyl s'est recolonisée avec de la vie sauvage, des castors qui avaient quasiment disparu à cause de l'agriculture, etc. Les phytosanitaires qu'on utilise dans l'agriculture sont un problème bien plus important pour la biodiversité que le surplus de retombées radioactives de Tchernobyl. Donc, effectivement, quand on se pose la question, je le disais, il y a deux manières de se poser la question. La première, c'est
quel est le but ultime qu'on poursuit? Est-ce que c'est préserver au mieux la population des hommes dans l'instant? Et la préserver passe par le fait qu'on préserve l'environnement, parce que sans environnement, on s'effondre. Ou est-ce que le but, c'est de préserver au mieux l'existence d'une espèce humaine dans la durée, quels que soient ses effectifs et son espérance de vie? Et auquel cas, même si c'est brutal, et donc c'est pas mon point de vue, il y a au moins une forme de logique et de cohérence globale à dire on va aussi supprimer le nucléaire, comme ça la régulation sera plus rapidement. Ça, c'est un argument qui est, j'ai envie de dire, contraire à mes valeurs, mais qui a sa cohérence en termes de logique. Par contre, si on dit on est anti-nucléaire parce que les dangers objectifs présentés par l'énergie nucléaire sont tellement massifs que c'est pas grave de rajouter un surplus de réchauffement climatique en se privant du nucléaire, à ce moment je dis là non stop, ça c'est pas du tout ce que dit la science. Alors c'est très important ce qu'on est en train de se dire, je reviens à la question du lien de dépendance, c'est pour ça que je... Ouais. C'est très difficile de trouver des gens qui sont techniquement compétents sur un sujet sans qu'ils aient la possibilité d'y passer beaucoup de temps. Et des gens qui ont la possibilité de passer beaucoup de temps sur un sujet sont le plus souvent des gens dont l'activité professionnelle est associée au sujet. Parce que vous pouvez avoir ça comme hobby, comme passe-temps personnel, et à ce moment, vous prenez énormément de votre temps libre pour vous documenter sur la question. Mais l'essentiel des gens qui sont, pour prendre l'exemple du nucléaire, l'essentiel des gens qui ont une compétence technique forte sur le nucléaire sont des gens qui travaillent dans la filière nucléaire. Et c'est pour ça que la question du lien de dépendance est une question importante. Ça va toujours être très difficile de trouver des gens très compétents sur un sujet, quel qu'il soit, qui sont en dehors de la filière concernée. En ce qui me concerne, je me suis documenté sur le pétrole en posant des questions à des géologues pétroliers. J'adore mon fromager, qui fait de très bon fromage, mais si je vais le cuisiner sur la question, qui me vend plus exactement de très bon fromage, mais si je vais le cuisiner sur la question de c'est quoi un gisement de pétrole, son avis, qu'il a le droit d'avoir, n'a pas de valeur particulière sur le plan technique, parce que je ne sais pas son métier. Si j'ai envie de me documenter sur qu'est-ce que c'est que l'agriculture de conservation, eh bien les premiers à qui j'ai envie d'aller poser des questions, c'est des gens qui la pratiquent et c'est des gens qui gravitent autour de ça, des chercheurs qui regardent comment ça se passe là versus d'autres trucs, etc. Donc il y a toujours un lien de dépendance entre la compétence technique et le sujet traité. Et c'est pour ça que j'ai été un peu long tout à l'heure sur cette question du lien de dépendance. Donc je ne crois pas à l'indépendance, j'y crois pas, c'est pour moi un truc qui n'a aucune espèce de réalité. Je crois à la transparence, c'est-à-dire ce à quoi je crois, c'est de dire clairement de qui on dépend, et après de montrer en quoi ça n'empêche pas sur le sujet sur lequel on s'exprime d'apporter un élément qui a une valeur objective. Voilà, c'est ça, c'est ce à quoi je crois. Mais je ne crois pas du tout à l'indépendance, qui encore une fois n'existe pas, on est tous dépendants de quelqu'un, de quelque chose, etc. Si j'en reviens à la question de la science et de l'environnement, la science est aussi un terme qui est utilisé de deux manières distinctes dans l'environnement, et en fait on peut avoir un rapport très ambivalent avec ce terme. Il y a une science qui prépare la technologie. La caméra qu'on est en train d'utiliser en ce moment, elle a été précédée de recherches scientifiques sur, par exemple, l'interaction entre le rayonnement électromagnétique et des semi-conducteurs. Elle a été précédée de recherches scientifiques sur l'optique, elle a été précédée de recherches scientifiques sur l'électricité, etc. Une partie de ces recherches, en fait, c'est plus de la recherche aujourd'hui, c'est du développement technologique. Et très souvent, et tu restes dans la bouche du politique, c'est souvent invoqué de cette manière, quand le politique dit « faut faire confiance à la science », une phrase qu'on a tous entendue, en fait, ça ne veut pas dire « faut faire confiance aux gens qui décrivent l'état du monde », c'est « il faut faire confiance aux gens qui vont chercher la manière de mettre au point des nouveaux dispositifs technologiques qui vont rendre la situation meilleure ». C'est ça que ça veut dire. Et cette science-là, elle est souvent combattue, j'ai envie de dire à raison, ou remise en question plutôt que combattue, à raison par une partie des militants environnementaux, dont moi, en disant cette science-là, il faut se questionner sur sa finalité. Vous connaissez la fameuse maxime « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Eh bien, cette science-là, on ne peut pas dire on va d'abord mettre au point des nouveaux machins, puis ensuite on se posera la question de savoir si c'est utile. On ne peut plus. Il faut faire un peu dans l'autre sens. Par contre, il y a une autre science qui, celle-là, a une valeur de constat importante, c'est la science qui décrit l'état du monde. C'est justement les gens qui vont aller faire des carottages de glace en Antarctique pour savoir comment le climat a évolué dans le passé. Et là, 1 mètre de carotte comme ça vaut 6 000 €.
Ça c'est cher le glaçon. Comme les gens qui mesurent la composition de l'atmosphère en continu, ce qui a été le cas d'un précurseur dans la chimie de l'atmosphère qui s'appelait Keeling, qui a travaillé à Hawaï, au sommet du volcan Mauna Loa, pendant des décennies pour mesurer en continu, c'est les premières mesures en continu du CO2 dans l'atmosphère. Comme les gens qui essayent de comprendre le fonctionnement de l'océan, comme les gens qui essayent de comprendre la tectonique des plaques, etc. Donc, cette science-là, qui est descriptive du monde dans lequel nous vivons, celle-là, elle a une valeur qui est tout à fait opposée à la science qui prépare la technologie, parce que c'est une science sur laquelle, si on ne s'appuie pas dessus, on court le risque de se faire des illusions sur la hiérarchie des problèmes et sur l'effet de ce qu'on croit être des solutions. Alors cette science-là, j'ai à titre personnel une règle, c'est que je ne souhaite pas me mettre en porte-à-faux avec cette science-là. Et cette science-là, elle intervient évidemment dans le climat, elle intervient dans la biodiversité, elle intervient aussi dans le nucléaire. C'est-à-dire que dans le nucléaire, il y a une science ancienne qui décrit les interactions entre ce qu'on appelle les rayonnements ionisants, ce que dans le langage plus courant on appelle la radioactivité, et par exemple les êtres vivants. C'est une science ancienne, ça fait un siècle en gros qu'on a des connaissances qui s'accumulent dans ce domaine. Ça fait maintenant des décennies que une catégorie particulière de médecins examine les conséquences d'un surplus de rayonnement ionisant sur les hommes, enfin l'humanité, enfin les humains, on va dire. Mais vous avez aussi des biologistes qui regardent depuis longtemps cette question. Je ne sais pas si vous savez, par exemple, mais les rayonnements ionisants sont utilisés dans l'industrie agroalimentaire pour la stérilisation des aliments. Donc là, il y a des biologistes qui connaissent les doses létales pour les virus, très au-dessus des doses létales pour les mammifères. Et donc, il y a de la connaissance accumulée dans ce domaine-là. Cette connaissance, il n'y a pas de raison de moins l'intégrer dans les raisonnements qu'on fait sur la préservation de l'environnement que la connaissance qu'on a sur le climat ou sur la biodiversité. Donc, la mouvance écologiste, globalement, elle est raccord avec la science. Quand les militants écologistes disent on a un problème avec la biodiversité, ils s'appuient sur une science qui est effectivement, j'ai envie de dire, la bonne. Quand ils disent on a un problème avec la surpêche, on a un problème avec la pollution, enfin l'érosion des sols, on a un problème avec etc., pas de problème. Et il y a quelques exceptions, et je vous avoue que j'ai toujours moi-même pas totalement les idées claires sur l'origine historique de ces exceptions, où la mouvance écologique s'est mise en porte-à-faux avec ce que le monde scientifique concerné par la question dit sur la question, et le nucléaire en fait partie. Et après, le processus que vous décrivez est un processus très humain, c'est-à-dire que quand on a commencé à militer contre quelque chose parce qu'on était sincèrement persuadé que c'était une sainte horreur, et qu'on découvre par la suite que la science vous dit que ça n'est pas le cas, alors la science au sens, encore une fois, de l'état descriptif du monde, ou pas au niveau auquel vous l'imaginiez, ben là, vous n'avez que deux options. Vous savez, si on vous dit que l'entreprise dans laquelle vous bossez et le patron que vous adorez, en fait, c'est des affreux qui truandent le fisc, qui font des choses innommables avec leurs semblables, qui séquestrent des gens dans leur cave en les battant, etc., ben vous avez deux voies. Vous avez une partie des gens qui changent d'avis, et puis vous avez une partie des gens qui se mettent à nier ce qu'on leur a raconté, en disant c'est juste par accord avec les sentiments que j'avais jusqu'à maintenant, donc ce truc-là, je ne veux pas en entendre parler. Et bien sûr, le nucléaire, c'est exactement la même chose. Donc vous avez une partie des gens qui suivent le chemin que vous avez suivi, c'est-à-dire qui se disent j'ai un conflit entre mon militantisme, la communauté dans laquelle j'évolue, parce que mon militantisme, il a forgé une communauté, donc il faut prendre le risque de se sortir d'une communauté et d'avoir vos anciens amis, les gens avec qui vous étiez complices, avec qui vous allez devoir vous opposer, c'est quelque chose que personne n'aime, pas moi, pas vous, enfin en général on n'aime pas trop ça. Et donc on va devoir choisir entre se sortir d'un groupe constitué dans lequel on avait ses repères, ses attaches, sa complicité, etc. Et se mettre en cohérence avec soi-même en disant si je continue ce militantisme, en fait maintenant j'ai pris conscience du fait que j'allais pousser des conclusions qui sont contraires à un autre truc que j'ai quand même envie d'accepter. Parce qu'il y a une partie de ma cervelle qui me dit oui effectivement c'est comme ça que ça fonctionne, je fais confiance à la construction qu'on vient de me présenter, je crois ces informations et du coup c'est par accord avec ce que je pensais avant. Et donc vous avez vous avez les deux effets qui se constatent. Je reçois assez souvent des messages de gens qui me disaient oui j'ai été anti-nucléaire et puis maintenant je ne le suis plus, et c'est en partie à cause de ce que j'ai compris en allant regarder d'un peu près sur ce que disent les gens qui documentent les inconvénients réels ou supposés de cette technologie. Alors des inconvénients, il y en a. Les deux inconvénients majeurs du nucléaire, c'est que c'est une technologie sophistiquée
qui demande des compétences et de la stabilité politique pour être déployé. Donc ce n'est pas un truc qui est agile, qu'on peut emmener avec soi dans sa cave, comme une batterie, qu'on peut faire soi-même dans sa cave, etc. C'est pas du tout des... Voilà. Ça demande donc une société organisée. Ça ne veut pas dire que si la société se désorganise, c'est nécessairement dangereux et que la centrale va vous péter à la figure. Regardez l'Ukraine, qui est une société assez désorganisée depuis 10 ou 15 ans. Il y a eu un problème au moment où la société était organisée, c'est Tchernobyl. Depuis que la société est désorganisée, il n'y a pas eu de problème. Donc ce n'est pas aussi direct, j'ai envie de dire, que ça. Mais je vous interromps là-dessus, parce que ça, c'est l'un des arguments antinucléaires auxquels moi je reste sensible. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en cas d'effondrement, il y a des gens comme Pablo Servigne qui estiment que si tout s'effondre d'un coup, s'il y a des centrales nucléaires, ça va être un facteur de problème qui va aggraver la situation. Les centrales, soyons un tout petit peu techniques, les centrales que nous avons en France sont beaucoup plus proches du modèle Fukushima que du modèle Tchernobyl. C'est ni l'un ni l'autre, mais c'est plus proche. À Tchernobyl, ce qui a fait la gravité de l'accident, c'est plusieurs éléments. C'est la conception même du réacteur. Vous aviez dans le réacteur la possibilité qu'au moment où vous cherchez à modérer la réaction, elle s'emballe parce qu'il y avait un défaut de conception. On n'a pas ça en France. Il y avait des visées militaires aussi à Tchernobyl. Le but, c'était de fabriquer... Personne ne vous garantit qu'il n'y aura pas des militaires en France. Donc ça, c'est un argument que j'écarte. Par contre, il y avait du graphite dans le cœur. Il n'y a pas de graphite dans le cœur dans les centrales françaises. Il n'y en a juste pas, physiquement. Et c'est l'incendie du graphite, après explosion hydrogène initiale, qui a créé le panache qui est parti dans la stratosphère et qui ensuite s'est répandu partout. Nous, on n'a pas de graphite. Donc ce truc-là n'est pas juste pas possible. Et donc si on avait un accident en France, il ressemblerait à ce qui s'est passé à 3 Mile Island, 0 mort, ou à Fukushima, 0 mort à cause du surplus de radiation lui-même, à cause de l'accident nucléaire lui-même. L'évacuation va faire des morts à Fukushima, parce qu'on stresse les gens, mais en fait cette évacuation, si on ne l'avait pas faite, la population restait sur place, il y aurait eu un surplus de conséquences liées au surplus de rayonnement ionisant qui aurait été dans la variation naturelle. On ne l'aurait pas détecté. C'est pas... Donc, par contre, le fait de déplacer la population, stress, dépression, alcoolisme, tabagie, etc., ça va faire des morts. Donc si en France... Ça, c'est extrêmement contre-intuitif. Les oui. gens sont persuadés qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sont mortes de Tchernobyl. C'est pas le cas. Alors, il y a des chiffres, il y a des sources... Absolument, j'y reviendrai après. Donc d'abord, partons de la question de l'effondrement. Si on a en France un effondrement qui empêche les camions de circuler, qui empêche les gens de se chauffer, qui empêche l'argent d'exister, parce qu'aujourd'hui l'argent c'est des ordinateurs, c'est des semi-conducteurs, de l'électricité, etc. On se retrouve, si demain matin on se retrouve dans une société de troc, sans adduction d'eau potable, etc., la quantité de morts que ça fait que si en plus il y a des problèmes sur les centrales nucléaires, c'est juste dans l'épaisseur du trait. Donc en fait dire il ne faut pas avoir de centrale nucléaire parce qu'en cas d'effondrement ça va nous causer des problèmes, en fait il faut se rendre compte qu'en cas d'effondrement c'est l'effondrement le problème et que le fait d'avoir des centrales nucléaires est totalement marginal dans les inconvénients que cela engendrera globalement à cause de la cause même. Sur la partie conséquences sanitaires de Tchernobyl. Il y a effectivement des chiffres qui ont circulé, dont certains ont été, je crois, colportés par Greenpeace, qu'il y avait eu 900 000 morts, etc. Alors, c'est pas du tout ce que disent les médecins. Oui, il y a des chiffres qui approchent le million de morts. C'est pas du tout ce que disent les médecins. Les médecins examinent depuis très longtemps les conséquences des rayonnements ionisants sur la santé. Et une des raisons, c'est que la radiographie par rayons X, qui est une forme de rayonnement ionisant envoyé sur notre corps, hein, exactement comme la radioactivité entre guillemets de l'uranium. C'est pas les rayonnements de même nature, mais enfin pour partie si, mais c'est des effets qui sont à peu près les mêmes. Ou les rayonnements qu'on envoie sur les tumeurs cancéreuses, qui là sont faites pour tuer la tumeur et donc guérir le patient. Donc les rayonnements sont parfois utilisés pour guérir les gens. Oui, on irradie les gens pour les guérir, tout à fait. C'est étudié depuis très longtemps par les médecins. Il y a un siècle de connaissances accumulées là-dessus. Si aujourd'hui vous allez dans la base de données qui recense les publications médicales à comité de lecture, dans lesquelles vous avez le terme radionucléide, c'est-à-dire à un moment où on a utilisé un élément radioactif dans un cadre médical, vous avez 700 000 références. Puis vous vous rendez compte, 700 000 références. Si vous allez regarder les articles publiés dans les revues médicales à comité de lecture, dans lesquels vous avez le mot Tchernobyl, vous avez, j'ai plus en tête, 3 000 ou 4 000 références. Donc le monde médical
et a énormément publié sur la question des conséquences de la radioactivité sur la santé. Ces conséquences, ce que publie le monde médical, est synthétisé par un organisme qui ressemble au GIEC, qui a le même mandat, mais qui porte sur la radioactivité, qui s'appelle l'UNSCEAR. Ce qui veut dire en bon français United Nations, donc ça c'est l'UN, et SCEAR, ça veut dire Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est un comité onusien, comme le GIEC, dont le mandat est de regarder l'effet des rayonnements ionisants sur les êtres vivants. Bon. Sa création date de 1955, 33 ans avant le GIEC. Jamais un journaliste français n'a cité, ou à peu près jamais, et je suis sûr que la majeure partie des gens qui nous écoutent vont découvrir ce truc-là, ce machin-là, vont me dire que je raconte n'importe quoi, ce machin est à la solde du lobby nucléaire, je sais pas quoi, mais je les invite à aller regarder d'à peu près ce que ça publie. Alors c'est comme les rapports du GIEC, les rapports du GIEC font aujourd'hui des milliers de pages, les rapports de l'UNSCEAR en font quelques centaines, c'est en anglais, donc il faut se les palucher pour comprendre ce qu'il y a dedans. Et les conclusions de ces synthèses de la littérature médicale sur Tchernobyl ne donnent pas du tout 900 000 morts. Ça donne les conséquences suivantes. Vous avez eu quelques dizaines de décès à relativement bref délai au sein des gens qui sont intervenus dans les premières heures de l'accident, donc les pompiers qu'on a envoyés au feu alors qu'il y avait l'incendie sur le cœur, soit par voie terrestre, soit par voie aérienne avec des hélicoptères qui sont allés bazarder des sacs de sable. Voilà. Là-dedans, vous avez eu des cas d'irradiation aiguë importants. Et ça a fait quelques dizaines de morts dans les semaines ou mois qui ont suivi, peut-être même année, je ne sais pas, enfin, semaines ou mois qui ont suivi l'accident. Vous avez eu de l'ordre de 6000 cas surnuméraires, c'est-à-dire en plus des cas qu'on a normalement, de cancer à la thyroïde chez des enfants au moment de l'accident. Chez les adultes au moment de l'accident, il n'y en a pas eu, parce que la thyroïde est en forte croissance pendant l'enfance, et donc c'est à ce moment-là qu'elle absorbe beaucoup d'iode. Et un des éléments qui a été relâché dans l'environnement au moment de l'accident de Tchernobyl, c'est de l'iode radioactif. C'est un des éléments classiques dans les produits de fission, dans les déchets radioactifs, on a ça. La durée de vie est courte, donc en fait, ce n'est pas des trucs qu'on va retrouver dans ce qu'on enferme à bure, parce qu'au bout de quelques jours, la moitié a disparu, et au bout de quelques semaines, la quasi-totalité a disparu. Mais si vous avez des enfants dans l'environnement de l'accident, au moment de l'accident, et qu'ils absorbent cet iode radioactif, ils ont une probabilité supérieure à la moyenne de développer un cancer de la thyroïde. Ce cancer de la thyroïde peut passer parfois par des soins qui sont un peu violents, genre ablation de la thyroïde et lévothyrox derrière, donc c'est invalidant. Mais le nombre de décès stricto sensu qui va venir de ces cancers à la thyroïde, c'est quelques centaines. Donc c'est tragique pour les gens qui sont concernés, mais on ne parle pas de 900 000 personnes. Et pour le reste, je dis bien pour le reste, il n'y a pas aujourd'hui de conséquences clairement documentées. Bon, si des conséquences il y a, ça veut dire qu'elles sont dans le bruit de fond. On n'est pas capable de dire il y a tel type de conséquences pour lesquelles on voit un excès évident par rapport à une population qui n'aurait pas été exposée à l'accident de Tchernobyl. Pas de cancer solide supplémentaire, pas de malformation à la naissance, enfin voilà, ces trucs-là ne sont pas documentés par les médecins. Et donc, dit autrement, ce sont plutôt les gens qui sous-entendent qu'il y a 1 million de personnes qui devraient donner des sources. Alors vous vous rendez compte que ça tourne en boucle. Il cite un article, qui cite un article, qui cite un article, qui cite un livre, qui cite la personne qui s'est exprimée. Enfin, en général, c'est comme ça que ça marche. Et effectivement, ça renvoie à quelque chose qui est essentiel dans l'information, qui est la traçabilité de son information. Et là aussi, les mouvements environnementaux sont souvent défaillants sur la traçabilité de l'information. Et quand ils se rendent compte que l'information à laquelle ils ont accès n'est pas conforme, en fait, ils continuent à ne pas tracer l'information. Donc en fait, une information non tracée est toujours une information suspecte, par définition. Et le basculement que vous avez opéré, vous, en fait, il a eu lieu dans les pays anglo-saxons avant de commencer à avoir lieu en France. Donc en France, il y a eu quelques basculements, ils sont raisonnablement récents, sauf exception. Vous avez une personne un peu connue qui a basculé il y a maintenant 15 ou 20 ans, je crois exactement, il faudrait que je lui demande, qui est Brice Lalonde, qui est un ancien ministre de l'Environnement et qui faisait partie des militants contre Superphénix en France. Donc il m'a dit, j'ai été dans les manifestations contre Crest-Madville. Et qui maintenant, depuis 15 ou 20 ans, dit ouvertement en fait j'ai changé d'avis, je pense qu'à l'époque je pensais ça et maintenant je pense qu'il en faut. Tout le monde peut changer d'avis. Moi il y a des sujets sur lesquels je change d'avis. J'ai écrit en 2006 un bouquin en disant la taxe carbone, il y a que ça, c'est un truc qu'il faut absolument faire. Aujourd'hui je suis plus mesuré. Je pense qu'effectivement c'est un truc qui est intéressant à utiliser dans certains cas de figure, pas dans tous les cas de figure. Donc voilà,
on peut très bien changer d'avis. Du reste, Brice Lalonde lui-même dit le nucléaire, il y a des cas de figure dans lesquels je ne change pas d'avis, pas très envie de voir demain matin une filière d'enrichissement de l'uranium au Mali. Il a raison, comme je partage cet avis. Hein. Et le fait qu'il y ait eu une filière d'enrichissement de l'uranium en Iran, ça n'a pas eu que des avantages. Donc je suis... Voilà. Ce qu'il faut revendiquer, c'est le droit à en discuter de manière concrète, en faisant le tri, là oui, là non, etc. Et pas tout rejeter en bloc, ou au contraire, comme certains pros, tout accepter en bloc en disant « je ne discrimine absolument pas ». Il faut être discriminé dans les deux cas de figure. Donc si j'en reviens aux conséquences, effectivement, pour le moment, elles ne sont pas du tout à la hauteur. Et dans les militants anglais ou américains, vous avez des gens, donc par exemple un ancien fondateur de Greenpeace qui a basculé aux États-Unis, je ne me rappelle plus son nom. Vous avez un éditorialiste très connu du Guardian, enfin très connu, assez connu du Guardian, qui s'appelle Georges Monbiot, qui a aussi basculé il y a maintenant une dizaine d'années, je dirais, et il a publié dans le Guardian un certain nombre de tribunes en expliquant comment il pensait qu'il avait été manipulé par les militants antinucléaires qui lui avaient dit des choses qui ne correspondaient à aucune information traçable. Et quand il avait été commencé à regarder par lui-même auprès des gens qui sont techniquement compétents, il était arrivé à la conclusion qu'on lui avait raconté des salades. Ce qui est un peu mon expérience personnelle, moi. Et bien, il y a un certain nombre de gens qui suivent ce chemin. Voilà. Et les gens qui ne le suivent pas, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, sont souvent des gens qui n'arrivent pas à résoudre le conflit d'intérêts, ou le conflit d'objectifs plus exactement, entre je m'extrais d'une communauté et je me mets raccord avec des choses que je ne peux pas ignorer. C'est-à-dire qu'il y a quand même une forme de validité, de cohérence dans ce qu'on m'a exposé, et j'arrive pas à ne pas en tenir compte. Voilà, c'est les deux trucs entre lesquels il faut arbitrer. Alors, dans les autres inconvénients du nucléaire qui sont souvent mis en avant, donc il y a l'instabilité en cas d'instabilité sociétale, mais je le redis, si on en arrive au stade où on n'est même plus capable de refroidir des réacteurs à l'arrêt, c'est que tout le reste de la société a déjà fait... Ça prend combien de temps? Si on dit il faut arrêter une centrale nucléaire, si on dit tiens, il y a tel pays méchant qui nous attaque, il faut qu'on arrête en vitesse nos centrales nucléaires. Une minute. Combien? Une minute? Ouais. Exactement comme les centrales à Fukushima. En fait, quand il y a eu le tremblement de terre, les centrales se sont mises à l'arrêt. C'est les barres de contrôle, les grappes de barres de contrôle qui se mettent automatiquement dans le cœur du réacteur, ça prend une minute. Et une injection massive de bore dans l'eau du circuit primaire, c'est des mécanismes automatiques quasiment. D'accord. Une fois que ce truc-là a eu lieu, le réacteur continue à dégager de la chaleur à cause de la décroissance, à cause de la radioactivité des produits de fission. Donc en gros, les produits de fission, c'est quand vous avez cassé votre noyau d'uranium en deux, vous avez deux morceaux, deux autres noyaux, dont parfois de l'iode, dont du strontium, dont du césium, dont du krypton, enfin vous avez un certain nombre de trucs qui arrivent et qui sont radioactifs l'essentiel du temps. Et la radioactivité dégage de l'énergie. Donc quand ces produits de fission, ces noyaux, eux-mêmes émettent des particules ou du rayonnement, parce que c'est ça la radioactivité, en même temps ils dégagent de la chaleur. Et c'est un des trucs qu'on explique dans le bouquin, là on décortique un peu l'accident de Fukushima, et on explique en quoi cette chaleur résiduelle, elle est beaucoup plus faible que la chaleur du réacteur en fonctionnement. Tout de suite vous descendez à 1% en gros du réacteur en fonctionnement, mais c'est encore, comme c'est très concentré, un cœur de réacteur ça tient dans cette pièce, hein, en termes enfin ça tient, c'est un peu plus haut, c'est un moins large, mais en gros en termes de volume, on parle du volume de cette pièce. Mais c'est comme si vous mettiez 10 000 radiateurs électriques dans cette pièce. Et oui, ça dégage une chaleur qui est telle que c'est suffisant, même à l'arrêt, pour faire fondre le cœur si vous ne refroidissez pas un peu. Mais le niveau du refroidissement qu'il faut apporter est marginal par rapport au refroidissement du réacteur en fonctionnement. Donc ça ne pose pas de problème de sûreté principale. Et j'en reviens à ce que je disais, si on arrive à un niveau d'effondrement où tout fout tellement le camp qu'on n'a même plus un peu d'eau à mettre dans un réacteur, c'est que par ailleurs, les gens ne mangent plus, les villes ne sont plus approvisionnées, etc. Voilà. Et la dépendance de nos sociétés modernes à l'électricité aujourd'hui est telle que nucléaire ou pas nucléaire, en fait je veux dire, si vous allez en Pologne, si vous supprimez les centrales électriques demain matin, la totalité des centrales électriques demain matin, l'effondrement du pays ne change pas grand-chose à si c'était des centrales nucléaires. Vous voyez bien, il n'y a plus de communication, plus d'argent, de toute façon, ville pas alimentaire. Enfin, vous avez de toute façon un degré de désorganisation dans la société qui n'est pas lié au fait que c'est du nucléaire, qui est juste lié au fait que la société à court terme est totalement dépendante de l'électricité. C'est juste ça le sujet. Voilà, donc j'en reviens aux inconvénients réels du nucléaire. Donc ça demande un système stable pour se développer.
Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui les deux pays qui sont les plus allants sur le nucléaire sont aussi les deux pays qui sont, alors pas les plus démocratiques, mais les plus stables dans leur gouvernance, qui sont la Chine et la Russie. Donc aujourd'hui, les deux pays qui avancent rapidement sur le nucléaire sont des pays qui voient loin parce qu'ils sont dirigés par des régimes un peu autoritaires. En France, le déploiement du parc nucléaire s'est fait dans un contexte identique, c'est-à-dire un pays qui était fortement planifié, et le nucléaire ne se développe bien que dans un contexte public fortement planifié. Ça ne se développe pas autrement. Je vais me permettre d'ouvrir, je suis désolé, j'ouvre plein de parenthèses, mais je vais me permettre d'ouvrir une autre parenthèse là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui appellent à se passer d'EDF et à passer à d'autres entreprises, des concurrents d'EDF qui offrent des énergies renouvelables. On ne peut pas souhaiter la privatisation d'EDF et ce n'est pas quelque chose de sain d'avoir une concurrence sur le marché de l'électricité en particulier. Après, on peut défendre la concurrence, hein, moi, ça ne me gêne pas, pourquoi pas. Mais sur le marché de l'électricité, parce que je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui disent oui, mais c'est bien, il y a de la concurrence sur le marché de l'électricité. Donc, cette vidéo est sponsorisée par... Je me suis dit que voilà, c'était logique, vu qu'on a tous besoin d'un fournisseur d'énergie, que là, les prix sont plutôt intéressants, et que c'est 100% renouvelable et vérifié par Greenpeace. Attention, ça c'est le label. Voilà, je vous l'offre aujourd'hui sur un plateau. Je sais pas quel est votre sentiment sur la concurrence et sur... Alors, je me suis souvent exprimé là-dessus, et en fait, dans le livre, on s'exprime aussi là-dessus. À titre personnel, je pense que c'est une erreur. L'idée qu'un système soit financé par l'État n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Par exemple, en France, l'hôpital est financé par la sphère publique, et personnellement, ça me va très bien. J'avais fait il y a maintenant 15 ans une comparaison du coût global de la santé aux États-Unis et en France. Aux États-Unis, le système est largement privé. Hein. Le résultat auquel j'étais arrivé, c'est que pour une espérance de vie qui n'est pas supérieure, et une qualité de soins qui n'est pas supérieure, mais par contre qui est beaucoup plus différenciée, si vous êtes très riche, vous êtes très bien soigné, si vous êtes très pauvre, vous n'êtes pas soigné du tout. Moi, je préfère le système français, dans lequel, riche ou pauvre, l'hôpital vous accueille. Et le médecin vous accueille. Et ça ne peut fonctionner que dans un système qui est largement public, voire essentiellement public. Donc le fait qu'à un moment, tout à l'heure, vous avez utilisé le mot de collusion qui était employé par des opposants au nucléaire entre l'État et l'industrie nucléaire, mais avoir une activité qui est encadrée par la sphère publique, pour moi, on peut appeler ça de la collusion si on veut, ça peut être extrêmement souhaitable dans un certain nombre de cas de figure. Encore une fois, est-ce que les gens qui sont contre le rapprochement de l'État avec la filière nucléaire, ils sont contre l'hôpital public? Parce que si on est contre le fait que l'État mette son nez dans le fonctionnement de n'importe quoi qui est important, à ce moment, il faut être contre l'hôpital public. Il faut être contre l'enseignement public, enfin, il faut être contre tout ce qui est public. Ce n'est pas mon point de vue. Je pense que c'est une posture qui est contre-productive et qui ne correspond pas à ce qu'on observe quand on regarde. La concurrence, pas forcément partout. Donc la concurrence, pas forcément partout. Moi, j'ai pas du tout envie, par exemple, qu'on ait la concurrence dans la police. Vous voyez, vous avez besoin d'appeler la police parce que vous allez vous faire cambrioler, et vous avez 3 numéros que vous pouvez appeler, et avec une tarification en temps réel, un marché spot de l'intervention. Vous avez envie d'un système comme ça? Ou moi non. Bon, on peut dire tout ce qu'on veut sur les flics, c'est pas le sujet. J'ai pas envie d'un système comme ça. Donc l'idée que la concurrence partout et tout le temps est une bonne idée est un leurre, c'est juste un leurre. Et en fait, c'est l'exact inverse. Quand vous avez des infrastructures qui sont régaliennes, c'est-à-dire que la vie du pays en dépend, en fait, vous pouvez constater que l'optimum, c'est le monopole régulé. L'oligopole ou la concurrence ouverte, quand c'est très capitalistique, aboutit de toute façon à un oligopole. Regardez par exemple les télécoms, c'est capitalistique de déployer un réseau. On a créé soi-disant de la concurrence. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un oligopole. Vous avez 4 acteurs. Vous n'en aurez jamais 50. Bon. Et les vrais et les alternatifs, en fait, ils prospèrent sur le dos des gens qui ont les infrastructures physiques. Donc ils captent une partie de la rente au détriment des gens qui ont les infrastructures physiques et qui du coup les entretiennent moins bien. Et qui ont été financés par nos impôts.
Parce que les infrastructures Alors, pour les télécoms, physiques, oui. sur, Pour les télécoms, oui. sur Pour les EDF, autoroutes, sur beaucoup de Absolument. choses, ça a été financé par nos impôts. paradoxalement, pas pour EDF. Ah oui. Les réacteurs d'EDF ont été financés par de l'endettement d'EDF qui bénéficiait évidemment de la garantie publique. Donc, ce n'est pas nos impôts, c'est notre garantie. Mais l'endettement a été porté directement par EDF. D'accord. Il y a eu et l'endettement a été normalement remboursé par la vente de l'électricité. Donc là-dessus, il n'y a pas, c'est pas le contribuable. Donc c'est le contribuable qui finance la bombe, ça c'est clair. C'est le contribuable qui finance le CEA, ça c'est très clair. C'est le contribuable qui a financé largement le déploiement en France de l'éolien et du photovoltaïque, ça c'est tout aussi vrai. Par contre, c'est pas le contribuable qui a payé Les centrales nucléaires. la construction des centrales nucléaires. D'accord. Si on avait dû recapitaliser EDF 50 fois parce que EDF n'avait pas été capable d'honorer sa dette, là oui, on aurait pu dire c'est le contribuable qui paye, mais ça n'a pas été le cas. Donc la privatisation, entre guillemets, de l'électricité n'amène pas nécessairement de meilleurs résultats, et il y a un pays pour s'en convaincre, c'est les États-Unis. Les États-Unis ont des infrastructures électriques qui sont dans un état qui n'ont, alors pour le coup, vraiment rien à envier à ce que nous avons en France. L'état est beaucoup plus mauvais. Toutes les infrastructures publiques aux États-Unis, du reste, qu'il s'agisse des autoroutes, des systèmes de flotte ou du réseau électrique, pour ceux des gens qui nous regardent, qui connaissent un peu le sujet, c'est vraiment pas un modèle à suivre. Donc l'idée qu'en privatisant tout et en ouvrant tout à la concurrence, on va améliorer le fonctionnement du système, c'est l'exact inverse de ce que l'observation permet d'avoir. Ensuite, les fournisseurs d'électricité renouvelable. Il y a une énorme méprise. L'électricité, aujourd'hui, quand on achète de l'électricité dite renouvelable à un opérateur dit alternatif, vous n'achetez pas une électricité différente de celle des autres. Personne dans les gens qui achètent de l'électricité renouvelable à un opérateur alternatif ne voit en pratique des gens débarquer chez eux, débrancher le compteur, rebrancher d'autres câbles, ça n'existe pas. On ne vient pas non plus vous mettre un compteur qui trie les électrons. Ah, celui-là, il vient d'une éolienne, je le veux bien, celui-là, il vient d'un barrage, je le veux bien, et celui-là, il vient d'une centrale nucléaire, je le veux pas. Ça n'existe pas, des trucs comme ça. En fait, ce que vous achetez quand vous achetez de l'électricité d'origine renouvelable à un coin, c'est que vous achetez un tour de passe-passe marketing, qui est que vous achetez la garantie, ce qu'on appelle une garantie d'origine, que quelque part ailleurs dans le réseau, voire en dehors du réseau, je vais dire après pourquoi, il y a quelqu'un qui a mis un kilowattheure d'origine renouvelable dans un réseau. Et alors, ce n'est même pas nécessairement celui sur lequel vous tirez, parce que vous avez par exemple au sein de l'Europe aujourd'hui des échanges de garanties d'origine entre pays qui ne communiquent quasiment pas physiquement. Vous pouvez acheter aujourd'hui une garantie d'origine en fait, qui a été vendue par l'Irlande à la France. Bon, c'est évident que... Donc en fait, quand vous achetez de l'électricité d'origine renouvelable, vous achetez un tour de passe-passe, qui est qu'on vous dit, il y a quelqu'un quelque part qui a fait un kilowattheure d'origine renouvelable injecté dans le réseau. Comme ces garanties d'origine vont avec une rémunération du producteur, c'est-à-dire quand le producteur vend sa garantie d'origine à l'opérateur qui lui-même va vous vendre, entre guillemets, l'électricité, eh bien, ce producteur, il ne peut pas cumuler cette garantie d'origine avec un mécanisme d'aide, typiquement le financement du solaire ou de l'éolien qu'on a fait historiquement. Ce qui veut dire que ces certificats de garantie d'origine sont émis essentiellement par des gens qui ne sont pas aidés, c'est-à-dire des propriétaires de barrages. Est-ce que vous pouvez me citer un seul barrage ? Ils datent tous d'il y a quelques décennies, qui a été construit pour qu'on puisse servir de l'électricité d'origine renouvelable au consommateur final dans le cadre de la concurrence. Pas un, d'accord ? Donc aujourd'hui, c'est juste un effet d'aubaine pour les propriétaires de barrages qui vendent les certificats de garantie d'origine à des gens qui consomment la même électricité du même réseau que les autres, et juste, ils se sont donné bonne conscience en pensant, je ne sais pas ce qu'ils pensent du reste, mais physiquement, ils ont acheté une illusion. Ils ont acheté une illusion. Ils n'ont pas acheté d'électricité d'origine renouvelable, ils ont acheté un tour de passe-passe. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous faites de la comptabilité carbone pour une entreprise ou un particulier, les certificats de garantie d'origine dans le cadre de contrats d'électricité verte ne sont pas pris en compte pour compter les émissions différemment. C'est dans les règles de comptable, on dit ça on s'en fout, ça compte pas, c'est de toute façon vous utilisez physiquement l'électricité du réseau, donc on vous colle le facteur d'émission de l'électricité du réseau. Si on passe par le concurrent vert d'EDF, d'abord on passe par un concurrent, ce qui n'est pas forcément une bonne chose comme on l'a vu. Surtout il n'est pas plus vert qu'EDF. Et puis surtout, il n'y a a priori aucune raison de penser que cette personne a mis en place des nouveaux panneaux solaires ou des éoliennes, a priori qui seraient directement branchés chez vous. Il utilise des barrages déjà existants et donc il y a... Voilà. Et l'autre chose qui n'est pas vraie, c'est que l'électricité renouvelable, même des panneaux solaires, serait locale, parce que si c'était vrai,
les panneaux localement installés en Allemagne ne conduiraient pas à un surplus d'électricité qui traverse la frontière vers chez nous tous les jours à midi, parce que c'est le cas, tous les jours à midi en été. Donc si l'électricité était locale, bah, elle serait locale, donc elle ne bougerait pas d'Allemagne. Donc en fait, elle n'est pas du tout locale, cette électricité, elle alimente un réseau. Et le fermier qui a un panneau sur son toit ou l'installation au sol qui est dans les Landes n'alimente pas plus le fermier ou les Landais que le barrage de Serponçon n'alimente prioritairement les habitants de la vallée de la Durance. Tout ça fournit un réseau qui mutualise. Et le principe du réseau, c'est justement de mutualiser. Alors je vais vous faire un petit calcul d'ordre de grandeur. Aujourd'hui, alors c'est pas votre cas, mais c'est le cas de l'essentiel des gens qui nous écoutent, vous avez des abonnements domestiques. Pardon. Vous avez des abonnements domestiques d'électricité. Quand vous regardez la puissance maximale que vous pouvez tirer sur un abonnement domestique, ça se balade entre 6 et 12 kW. Vous avez 30 millions de foyers en France aujourd'hui, ce qui veut dire que la puissance totale appelée par les foyers, si tout le monde tirait au maximum au même moment, d'accord, si tout le monde tirait au maximum au même moment, 30 millions x 6, ça fait 180 millions de kilowatts, 180 gigawatts, ça pourrait monter jusqu'à 360 gigawatts. La puissance pilotable, c'est-à-dire celle qui peut fournir à la demande, installée en France aujourd'hui, est de l'ordre de 80. Donc vous voyez que si chacun a chez soi une installation qui est dimensionnée à la pointe de sa propre consommation, vous devez installer en France, non pas 80, mais quelque chose qui se balade entre 180 et 360 gigawatts. Donc entre, allez pour faire court, 2 à 4 fois plus de moyens de production en France, tout type de moyens confondus, panneaux solaires, groupe électrogène, méthaniseur, je m'en fous. Tout type de moyens confondus, vous devriez installer 2 à 4 fois plus de puissance en France si on devait dimensionner à la pointe de chaque foyer. Et là, je ne vous ai même pas parlé des bâtiments tertiaires et je ne vous ai pas parlé de l'industrie. Donc en fait, des moyens centralisés avec un réseau, c'est ce qu'on a trouvé de plus intelligent pour baisser la puissance totale installée et mutualiser cette production, parce que par ailleurs, quand vous êtes au travail, vous n'êtes pas chez vous, et même quand vous êtes chez vous, tout le monde ne fait pas la cuisine exactement à la même heure, tout le monde n'allume pas sa machine à laver exactement à la même heure, tout le monde n'appuie pas sur le bouton de l'ascenseur exactement à la même heure, etc., etc. Et tout le monde n'a pas, pour ceux qui sont chauffés à l'électricité, la pompe à chaleur ou le radiateur électrique qui se met en route à la même heure. Donc c'est grâce à ça, ou le chauffe-eau, donc c'est grâce à ça que vous pouvez avoir 80 ou 90 gigawatts de puissance pilotable pour l'ensemble du pays, alors que la puissance de pointe appelée, celle qui fait sauter le disjoncteur en gros, pour un individu, en fait, si vous faites l'ensemble de ce qui peut être appelé, c'est beaucoup plus élevé. Voilà, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Donc, la démutualisation des moyens de production est un très bon moyen d'augmenter de façon massive les investissements qui sont nécessaires et les moyens qui sont nécessaires physiques pour fournir le même service électrique aux mêmes consommateurs. Et donc, considérer la production d'électricité comme un service public, oui. C'est au contraire physique. Concentrer les moyens de production et éviter ce que vous décrivez. C'est physique. Et donc, le maximum de concurrence que vous puissiez faire, c'est la concurrence à l'amont. C'est-à-dire dire à un moment, EDF, tu gères tes centrales n'importe comment, je vais demander à Engie de le faire. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on fait dans l'eau. L'eau qui est un sujet assez capitalistique, vous n'avez pas 2 réseaux d'eau qui arrivent chez vous avec un robinet à droite et un robinet à gauche, et puis vous regardez le spot de l'eau, et puis en fonction, vous ouvrez le robinet de droite ou de gauche, qui sont tous les deux connectés à des réseaux différents. Ça n'existe pas, ça. C'est trop capitalistique pour qu'on puisse faire un truc comme ça. Donc vous avez un seul réseau, et le jour où Veolia vous sort par les trous de nez, vous appelez Suez, enfin maintenant c'est les mêmes, enfin pas en France. Le jour où Suez sort par les trous de nez, vous appelez la SOR, et le jour où la SOR vous sort par les trous de nez, vous vous mettez en régie, puis après vous recommencez. Bon, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Donc on a créé ce qu'on appelle un oligopole d'acteurs privés, qui sont tous des très gros acteurs. Est-ce que c'est mieux régulé un système comme ça qu'un monopole public, pardon? Ça se discute. Voilà, ça se discute. Si on regarde dans le domaine de l'électricité, si vous avez une concurrence à l'amont, vous aurez exactement la même chose, c'est-à-dire que vous aurez 2 ou 3 électriciens dans le pays. Vous n'en aurez pas 50, parce que vous mettrez à la charge de ces électriciens la construction de leurs moyens de production. Et dans les opérateurs alternatifs aujourd'hui, vous savez ce qu'ils font les opérateurs alternatifs? Ils se fournissent auprès d'EDF en achetant de l'électricité nucléaire au prix régulé, qu'on appelle l'AREN, et ensuite ils vous la revendent, éventuellement en l'appelant de l'électricité verte, parce qu'ils ont acheté les certificats de garantie d'origine.
Donc, oui, c'est Donc, on n'est juste pas loin une manœuvre On comptable. n'est pas loin de l'escroquerie Ouais, intellectuelle. Hein. Et personne n'a construit de moyens de production en propre. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'écologiste à faire. Ça a juste été une captation de la rente. Directement sans tabou. Il n'y a rien d'écologiste à dire je boycotte EDF et je passe par l'une de ces Absolument entreprises. rien. C'est pire que ça. En fait, c'est une captation de la rente par des acteurs privés. En gros, la sponsorisation fonctionne de cette manière. Si vous décidez de passer chez en utilisant le code DEMOSCRATOS, eh bien nous, on va toucher une petite commission et vous aurez 100 kWh d'électricité offert. Donc en fait, on a dépossédé EDF. La concurrence, c'est quoi? Moi, j'exerce, alors peut-être aussi quelque chose qui va énerver beaucoup de gens qui me regardent, mais moi, je suis un sale capitaliste. Sale, c'est évidemment une provocation. Au sens oui, donc lorsque vous défendez le service public, c'est pas en tant que communiste ou quoi que ce soit, c'est juste le service public pour certaines choses. Je suis copropriétaire de l'entreprise que j'ai cofondée et qui m'emploie aujourd'hui, qui s'appelle Carbone 4. Donc je suis un actionnaire, c'est les seules actions que je détiens, du reste j'ai pas de portefeuille d'assurance vie, juste les seules actions que je détiens, c'est celles dans l'entreprise. Donc je suis un capitaliste, copropriétaire des moyens de production. Bon. Pour autant, je ne suis pas en train de défendre le fait qu'il n'y a que la détention par le capital privé qui est une vérité. Aujourd'hui, le capitalisme est livré à 1 milliard d'excès qui est absolument pas souhaitable. Je pense qu'il y a plein de domaines dans lesquels le capitalisme privé n'a rien à faire, à commencer par, encore une fois, la gestion du service public de l'électricité. Je suis un farouche défenseur de cette... Et ça n'est absolument pas antagoniste avec le fait que je sois par ailleurs favorable au capitalisme dans un certain nombre d'activités. Je ne pense pas, par exemple, que l'idée de transformer la totalité de l'agriculture en exploitation publique, comme l'avaient fait les soviétiques, soit une très bonne idée. Je pense que ce n'est pas la meilleure manière de réguler le système agricole, qui par ailleurs doit changer de pratique, mais je ne pense pas que c'est comme ça qu'on va y arriver au mieux. Dans le domaine de l'électricité, ce qui s'est passé, ce n'est pas la libre concurrence qu'on a installée. Parce que la libre concurrence, c'est la liberté que vous avez de vous établir à vos risques et périls. Donc dans l'activité qui est la mienne, le conseil, je suis en concurrence. Donc je m'établis à mes risques et périls. Et si je n'arrive pas à trouver des clients, il n'y a pas une loi qui garantit que mes concurrents déjà installés vont me donner une partie de leurs clients. Comme ça. C'est le cas dans l'électricité. Alors dans le cas de l'électricité, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors ce n'est pas les clients qu'on a donnés, c'est l'électricité issue des moyens de production. D'accord ? Mais c'est à peu près pareil. Donc on n'a pas dit vous avez le droit de vous établir à vos risques et périls, de construire une centrale à vos risques et périls et de vendre l'électricité qui en sort. On a dit on va racketter EDF, parce que c'est vraiment du racket ce qu'on a organisé. On va la forcer à se défaire d'une partie de la production en plus à perte, car EDF aujourd'hui est obligé de vendre à perte cette production en question. Donc, et pour que des acteurs privés en bénéficient pour la revendre à leurs clients en empochant une marge au passage. Donc on a privé EDF d'une partie de sa rente pour le bénéfice d'actionnaires privés qui n'en ont rien fait. Ils n'ont pas construit de centrale, ils n'ont pas construit d'hôpitaux, rien, ils n'en ont rien fait. Ils ont embauché des gens, mais ces gens auraient pu rester chez EDF à la commercialisation. Donc, et ils vendent de l'électricité verte. Et ils vendent, pour une bonne partie d'entre eux, de l'électricité verte. Ou d'autres en CO2, ce qui est un autre tour de passe-passe. Donc, il faut bien comprendre que ce système-là est un truc qui ne nous a rien fait gagner, rien, et qui vient juste d'une erreur de lecture du projet européen, qui est d'avoir confondu ce qu'était initialement le projet européen, c'est-à-dire la paix, avec ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un marché. Il faut être dépendant de gens qui ont besoin de vous. Donc, des échanges un peu, oui, mais c'est comme partout ailleurs, il faut être discriminé. Donc, il y a un moment où on va trop loin dans la quantité d'échanges dont on dépend, et aujourd'hui, on est allé trop loin. Et le fait de mettre de la concurrence partout et tout le temps, il y a des cas de figure dans lesquels ça va trop loin. Et donc, comme l'énergie. Comme l'énergie. Et une blague que j'avais faite dans un article où j'avais dit il y a 20 ans maintenant que ça serait une connerie de faire la concurrence dans l'électricité, j'avais écrit il y a 20 ans, j'avais terminé mon article avec cette plaisanterie qui était de dire si la concurrence partout et tout le temps est une règle cardinale, je ne vois pas ce qu'on attend pour créer une deuxième commission européenne qui serait concurrente de la première. Je ne vois pas ce qu'on attend. Donc, voilà. Donc cette plaisanterie est bien là pour rappeler que la concurrence partout et tout le temps trouve ses limites. On ne peut pas dire que ce soit une bonne idée, quel que soit. Donc il faut avoir un discours discriminé, il faut être pragmatique.
et bien regarder, cas de figure par cas de figure, ce qu'on a à y gagner et ce qu'on a à y perdre. Ok, je vous ai pris longtemps, plus de temps que nécessaire. Je vous remercie. Renseignez-vous, documentez-vous, faites-vous votre opinion. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, une conclusion? Oui, on a par la force des choses pas fait le tour de la totalité. On aurait pu les énumérer dans un long inventaire à l'après-vert de tout ce qu'on dit sur le nucléaire comme étant comment dire, une mauvaise idée pour y recourir. Très rapidement sur quelques éléments finaux, sur la dépendance à l'uranium. En fait, l'essentiel de l'uranium dans le monde n'est pas au Niger, hein, même si Orano il y a une mine. Il est au Canada, en Australie et au Kazakhstan. La dépendance aux métaux, elle est structurelle dans notre civilisation, c'est pour ça que j'ai longtemps insisté tout à l'heure. L'acier, mais tous les métaux, l'acier, le cuivre, l'aluminium, le nickel, le fameux nickel que je vante auprès de tout le monde pour faire les batteries Edison. Il n'y a pas de nickel en France, il n'y a pas de lithium. Si, le lithium, on pourrait en sortir d'Alsace. Le nickel, on en a en Nouvelle-Calédonie, du nickel. Oui, alors c'est pas la France métropolitaine, c'est-à-dire que le nickel néo-calédonien n'arrive en France que si on a une marine marchande avec des vraquiers qui fonctionnent avec du diesel. Ils ont décidé récemment qu'ils étaient français. Je suis d'accord, mais vous comprenez ce que je veux dire. En termes de disponibilité locale pour la métropole. On a besoin du pétrole pour le ramener de Nouvelle-Calédonie jusque chez nous. Et on a besoin du charbon pour les fours pyrométallurgiques qui permettent de passer du minerai jusqu'au ferro-nickel, pour être plus précis, pour ensuite, etc. Donc vous avez aujourd'hui une dépendance aux métaux. Aujourd'hui, on ne sait pas faire un système ENR électrique, c'est-à-dire éolien et solaire, sans énormément d'électronique de puissance et sans énormément d'électronique pour piloter le réseau, parce que ça fait un réseau qui est plus instable à piloter qu'avec les machines tournantes mécaniques que vous avez dans des barrages ou dans des centrales thermiques, dont le nucléaire fait partie. Eh bien, si demain matin, nous n'avons plus à notre disposition des semi-conducteurs, on n'est plus capable de piloter un réseau, avec énormément d'éolien et énormément de solaire. Donc, il y a l'absence de dépendance à des ressources métalliques situées hors du territoire, elle est aujourd'hui structurelle dans un monde qui veut garder de l'électricité, quel que soit le mode qu'on a d'opérer. Voilà. Donc ça, on n'en avait pas parlé, juste un petit codicile à la fin. Sinon, je pense qu'on a fait le tour de beaucoup de sujets, et en particulier, je le redis, un des points importants, c'est de raisonner système, et de comprendre en quoi on ne peut pas dire si je retire une des briques du système, tout le reste du système reste inchangé. Dernier point sur le coût. Aujourd'hui, le coût des panneaux solaires et des éoliennes baisse parce qu'ils sont issus d'une civilisation fossile. La civilisation est fossile pour faire les panneaux solaires, parce que les panneaux solaires ont besoin de supports en acier, c'est du charbon. Ils ont besoin qu'on fonde du silicium, c'est beaucoup d'électricité qui est elle-même faite au charbon, au gaz, etc. Ils ont besoin de transports internationaux, puisque tout est fait aujourd'hui en Allemagne. Il y a besoin de ciment pour cimenter les plots. Le ciment, il est fait avec des cimenteries qui viennent, c'est la société industrielle, et ils ont besoin de combustibles fossiles, les cimentiers, pour faire leur ciment. Enfin bref, l'idée qu'on puisse s'abstraire de la civilisation industrielle pour faire les dispositifs renouvelables, aujourd'hui c'est pas vrai. Et si on n'avait que des énergies renouvelables pour alimenter les engins de mine, pour faire l'acier des éoliennes, que des énergies renouvelables pour faire les fibres de carbone des pales des éoliennes, alors que c'est de la pétrochimie, hein, les fibres de carbone. Si on n'avait que les énergies renouvelables pour faire le transport international des ressources permettant de faire les éoliennes et les panneaux solaires, si on n'avait que des énergies renouvelables pour faire les moyens de stockage, les moyens de flexibilité, etc., en fait, c'est évident que le prix de l'éolien ou du solaire, il ne resterait pas là où il est, il serait multiplié par 20 à 50. Donc, il faut bien faire attention à penser système quand on pense aux transitions énergétiques. C'est là-dessus que j'ai envie de finir. Et une erreur que font à la fois les anti et les pros, donc je passe mon temps aussi à me batailler avec mes clients qui ne comprennent pas ce que je viens d'évoquer là, que les baisses de coûts c'est la civilisation fossile et que dans une civilisation décarbonée on ne peut pas du tout prolonger les tendances qu'on a sur les baisses du coût. Ça, je passe mon temps à me bagarrer avec mes clients là-dessus. Donc on fait des erreurs de deux côtés, mais voilà, il faut bien faire attention à raisonner système et à comprendre que si on enlève une brique qui est essentielle dans le système, on ne peut pas considérer que tout le reste va continuer à se comporter de la même manière. Je pense que c'est aussi un point important à garder en tête. Merci. Je vous mets en description un lien vers le bouquin et